Alors, on va commencer donc ce bloc d'après-midi. Vous vous souvenez que ce matin, donc, on a parlé de 3 modèles européens qui étaient assez porteurs, assez stimulants, des pays qui ont à peu près 20 de logements sociaux dans leur parc de logements. On va se nourrir de ce qu'on a entendu ce matin, des expériences européennes qu'on a pu observer pour voir un peu comment on pourrait leur piquer des idées peut-être, comment, dans ce qu'on a vu ce matin dans ces 3 pays, Autriche, Danemark, France, est-ce qu'il y a des choses qui se font là-bas sur le plan du financement, beaucoup, qu'on pourrait appliquer au modèle québécois, à notre modèle chez nous? Donc, c'est ce que je vous propose cet après-midi, de revenir au Québec, mais à partir de l'expérience qu'on a vue ce matin, comment on peut appliquer ça chez nous. Il y aura 2 tables rondes, en fait, une table ronde avec 5 invités que je vous présenterai dans une trentaine de minutes à peu près. Des gens qui parfois sont penseurs, parfois sont acteurs du milieu du logement communautaire et social et qui vont justement réfléchir, faire un peu le point sur où on en est au Québec et surtout comment on pourrait s'inspirer de ce qui se fait en Europe pour, ultimement, pour faire plus de logements sociaux. C'est ça l'objectif. Juste avant, puisqu'on revient chez nous et avant d'ouvrir sur l'avenir, on a pensé vous présenter un bloc qui nous rappellerait un petit peu les grands moments, les temps forts, un petit historique en fait, de la lutte qui a été menée, entre autres, je pense à François Saillant, qui va être notre premier invité, de cette lutte qui a été menée pour améliorer la situation du logement au Québec et du logement social. Donc, un petit historique avec M. Saillant. Ensuite, on parlera toujours un peu dans une perspective historique, de la mécanique, comment les modèles de financement, les modèles de subvention ont évolué. André Fortin va nous parler de ça. Et puis ensuite, donc, avec M. Saillant, avec M. Fortin, puis avec 3 autres invités, on va parler pendant un peu plus d'1 heure, avec vous toujours, qui allez être amené à poser des questions. On va parler un petit peu de la situation au Québec, et encore une fois, de comment on pourrait améliorer les choses. Donc, c'est ce qui vous attend cet après-midi. Juste un petit mot pour vous dire qu'à l'une des pauses, quelqu'un a oublié ses lunettes. Il y a une carte Opus quelque part dans le hall. Donc, si jamais ce sont vos lunettes et votre carte Opus, Mélanie, qui est derrière, a ça avec elle et qui est juste là, pourra vous les donner. Voilà. Donc, tout de suite, donc, François Saillant, que j'invite à monter sur scène. François Saillant, que vous connaissez évidemment, qui a été un militant longtemps, ancien porte-parole du Frappru. Vedette du domaine du logement social. Monsieur Saillant, on va faire un petit historique des grands moments de cette bataille pour la reconnaissance du droit au logement, pour le logement social. Puis en pensant, je vous connais un peu quand même, on s'est pratiqué à la radio, puis en pensant à vous, je me suis dit, tiens, je vais lui présenter ça en citant, en paraphrasant Woody Allen. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est tout ce que j'ai toujours voulu savoir sur le logement social et que je n'ai jamais demandé. Ça, c'est pas trop mal. En 15 minutes. Top chrono. Amusez-vous. Je vous retrouve tout de suite après. Ben, bonjour tout le monde. On m'a demandé, effectivement, je ne sais pas pourquoi on me demande toujours de parler d'histoire. Peut-être juste vous dire ce dont je vais parler, c'est beaucoup des interventions de l'État. Je ne parlerai pas, malheureusement, des luttes sociales, mais il y a une dynamique entre les deux. Il y a des politiques de logement qui sont influencées par des luttes sociales et il y a des luttes sociales qui se font parce que les gouvernements ne prennent pas entièrement leurs responsabilités. Normalement, j'ai un petit PowerPoint qui va aller avec ça. C'est ça? Ah, OK. Donc, j'y vais tout de suite comme ça. C'est bon. Bien, d'abord, vous dire que je vais remonter à l'après-guerre. Évidemment, je remonte beaucoup moins loin que, par exemple, nos amis de l'Union française de l'habitat, l'Union sociale de l'habitat, je pense. Parce que l'histoire est beaucoup plus récente au Québec et au Canada de l'histoire du logement. C'est d'abord au gouvernement fédéral qui revient d'avoir financé les premiers logements sociaux, et dans ce cas-là, on parle d'habitation à loyer modique. Il y a eu des interventions qui se sont faites en deux étapes. Il y a d'abord eu, à partir de 1946, il y a eu la création de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui à l'époque s'appelait la Société centrale d'hypothèque et de logement, qui a financé, tout de suite après-guerre, un certain nombre d'unités de logement
Le gros de ce qui a été financé, c'est les maisonnettes pour vétérans que vous connaissez sûrement. Il y en a partout à travers le Québec. Mais c'est financé aussi quelques ensembles de logements. Dans les deux cas, c'était pour les vétérans. Et quand je parle de grands ensembles de logements, je fais référence, par exemple, à Benny Farm, dans Côte-des-Neiges. Et il y a eu un programme de logement qui a été mis sur pied à partir de 1949, programme qui n'a permis que la construction de 14 000 logements à travers le Canada sur une période quand même de 15 ans, ce qui est peu. Mais au Québec, c'est encore moins que ça, parce qu'on avait un premier ministre qui s'appelait à ce moment-là Maurice Duplessis, et que Maurice Duplessis ne voulait pas collaborer avec le gouvernement fédéral là-dessus, disant que c'était une intervention du fédéral dans un domaine qui n'était pas le sien, sauf que lui-même ne faisait rien. Donc, on s'est retrouvé en 1949 qu'il y a eu au Québec, sur les 14 000 logements à l'échelle canadienne, il y en a eu à peu près 800 qui ont été réalisés au Québec. Et essentiellement, ces unités de HLM-là ont été réalisées aux habitations Jeanne-Mance, tout près d'ici, dans le centre-ville de Montréal. Après ça, il y a eu un autre programme fédéral de logement public qui a été créé en 1964. Et le gouvernement fédéral a d'abord créé le programme. Il y a des provinces qui ont sauté très vite dans le train, dont l'Ontario. Et le Québec a attendu quelques années. En fait, il a créé en 1967 la Société d'habitation du Québec. Et il y a eu un total de logements qui a été réalisé à ce moment-là, qui est autour de 17 000 logements, si je vois bien mon PowerPoint, autour de 17 000 logements qui ont été réalisés au Québec. Et c'était en lien avec ce qu'on appelait les opérations de rénovation urbaine. Opérations de rénovation urbaine qui, juste à Montréal, je vous le rappelle, ont causé la perte de 28 000 logements entre 1957 et 1964. Donc, il s'est perdu beaucoup, 67 et 74, pardon. 57 et 74. Mais c'est quand même beaucoup de pertes de logements qu'il y a eu à ces moments-là. On en reconstruisait une partie en HLM. Mais donc, le Québec commence à rentrer là-dedans. Il s'est créé à partir de 1973. Il a continué à se faire des HLM en nombre quand même assez important. Mais il s'est fait en plus des HLM. Il a commencé à se faire d'autres formules, et notamment par le biais de financement fédéral et notamment des coopératives d'habitation et des OSBL d'habitation. On parle du point de vue des HLM de 36 000 logements qui ont été construits entre 1973 et 1986. Donc, vraiment une intensification. Il se construisait des HLM un peu partout à travers le Québec, beaucoup pour des personnes âgées. Et il y a eu, oups, là j'ai passé trop vite. Il y a eu aussi des programmes fédéraux qui ont commencé en 1973. Il y a eu d'abord une première vague de programmes fédéraux qui se sont réalisés où tu avais des subventions qui étaient données avec des programmes. André Fortin va vous parler de ça peut-être plus en détail, mais des programmes qui s'appelaient... C'est toujours des programmes fédéraux, hein, c'est toujours des chiffres. Ça correspond à des articles, des numéros d'articles de la Loi nationale sur l'habitation, donc le programme 15.1 et le 34-18 qui étaient des programmes pour les coops et les OSBL. Il s'est fait quand même un certain nombre de logements par ce biais-là. On parle de 4 000 logements dans des OSBL et de 2 000 dans des coopératives d'habitation. Et dans les coops, ce qui était favorisé beaucoup à ce moment-là, au départ, puis ça l'a été pendant plusieurs années, c'est ce qu'on appelait l'achat-rénovation. Donc, tu achètes des bâtiments déjà existants où il y a des locataires, tu rénoves, tu permets aux locataires d'y demeurer, mais de rester maintenant dans une coopérative d'habitation au lieu de le faire autrement. Donc, ça a été la première vague. Il y a eu en 1977 le gouvernement du Parti québécois qui est arrivé au pouvoir un an plus tôt, qui voulait à ce moment-là doter le Québec d'une politique d'habitation, une politique nationale d'habitation. En passant, on l'attend encore. Mais il y a eu, à ce moment-là, un des premiers gestes qui a été posé, c'est de créer un programme qui venait d'une certaine façon épauler le programme fédéral. Et ce que ça l'a permis, notamment, on ajoutait certaines petites subventions aux subventions fédérales, mais le gros acquis qu'il y a eu à ce moment-là, c'est la création du réseau de groupes de ressources techniques, le financement d'un groupe de ressources techniques qui pouvait intervenir partout
à travers le Québec et ça a vraiment été majeur comme développement. C'était un acquis majeur et je pense que ça l'est encore. Je ne suis pas sûr si je fais plaisir à Edith qui est devant moi, mais il y a eu des vagues de réformes à Ottawa. En 1978, on a créé un autre programme au nom exotique, le 56.1, qui s'appelle maintenant le 95.1. 55 qui, lui, a permis un développement majeur de logements sociaux. Et ce que c'était le 55, je ne veux pas rentrer trop dans la mécanique, André va peut-être y aller, c'était des subventions qui équivalaient à un rabaissement du taux d'intérêt à 2 %. Et là, tu avais des subventions qui étaient données à des coopératives, des OSBL là-dessus. Ça a permis quand même un très grand développement, surtout pendant les premières années, là, je veux dire, entre fin des années 70 et milieu des années 80, quand même, il y a eu beaucoup de logements qui ont été réalisés. Il y a eu d'abord des HLM qui ont été financés en grand nombre, je vous en parlais tout à l'heure, mais en plus de ça, 13 000 logements financés en OSBL et 11 000 en coopérative d'habitation. C'est quand même un développement beaucoup plus important que ce qu'on avait connu jusqu'à date. Le seul bémol que je mettrais sur l'intervention, parce que je parle encore du gouvernement fédéral, auparavant, avant ce moment-là, avant 1978, le gouvernement fédéral prêtait directement. C'est un prêteur direct, prêtait directement pour les logements qui se réalisaient. Et il a abandonné ce rôle-là. Il l'a abandonné à des prêteurs privés. Et c'est arrivé juste avant la grosse hausse des taux d'intérêt qu'on a connue. Donc, cette manne-là, la manne de cette manne-là a profité aux prêteurs privés. Et d'ailleurs, quand le gouvernement fédéral, bien des années plus tard, va chercher des pistes pour économiser en logement social, ils se sont dit, si on commençait à prêter directement, on sauvera de l'argent. Sauf que le temps qu'il y a eu beaucoup de logements qui se sont réalisés, c'est pas là, c'est pas ça qu'on a fait. Il y a une petite parenthèse, là, je vous parle jusqu'en 86. En 84, il y a eu un programme qui a été créé, un programme québécois de coopératives d'habitation qui, d'après ça, a intégré des OSBL d'habitation, mais ça n'a pas été un énorme succès. Il y a à peu près 1000 logements qui se sont réalisés. Je pense que malheureusement, il y en a bien peu qui ont continué par après à jouer pleinement leur rôle. On arrive en 85. 85, c'est vraiment, vous savez, 84, Brian Mulroney arrive au pouvoir. Et c'est le moment où, de plus en plus, on se laisse influencer par le néolibéralisme qui a commencé au début des années 80. Et là, on arrive à un moment donné où on dit on va changer la façon, notre vision du développement du logement social. Et là, il y a une orientation, une nouvelle orientation nationale, entre guillemets, en habitation qui est adoptée par le gouvernement fédéral. Et là, il y avait deux modifications vraiment majeures. Et on verra bien des années après comment c'était majeur comme changement. La première, c'est qu'auparavant, les OSBL et les coopératives d'habitation qui se réalisaient, il y avait une certaine mixité de revenus. Et là, dans l'orientation, on dit maintenant, c'est plus possible, il n'y a plus de mixité de revenus. Les logements réalisés doivent aller à 100 % pour des gens qui ont ce qu'on appelle toujours des besoins impérieux de logement. Donc, grosso modo, qui doivent payer plus de 30 % pour se loger dans un marché donné. Ça, c'est le premier grand changement. L'autre changement, c'est que tous les programmes de logement social allaient être administrés par le gouvernement québécois qui devait y contribuer, ce qui n'était pas le cas à venir jusque-là. Les logements étaient réalisés par le fédéral. Il n'y a pas nécessairement de contribution du Québec. Il y a une nouvelle entente une nouvelle entente fédérale provinciale qui a été signée sur cette base-là. Cette entente-là, ce qu'elle comprenait, grosso modo, c'est le fait qu'il continuait à se réaliser des logements publics, 13 500 logements publics entre 1986 et 1993. On créait un programme qu'on a appelé le programme de logement sans but lucratif privé, le PSBLP, qui a subventionné durant la même période à peu près 6 400 logements en coopérative et en OSBL. Et on créait, ce qui était une nouveauté au Québec à cette échelle-là, un programme de supplément loyer privé où, au lieu de construire des HLM, tu demandais à des propriétaires privés de recevoir des subventions qui leur permettaient de recevoir des gens qui étaient sur la liste d'attente des HLM
et qui payaient le même loyer, mais qui habitaient maintenant dans un logement privé vacant plutôt que dans un logement public. Et pendant ce temps-là, il y a quand même la Fédération de l'habitation coopérative du Canada qui a réussi à négocier le fait que Ottawa conserve un petit programme de coopérative d'habitation, programme qui a permis de subventionner au Québec 4 800 logements, à aller jusqu'en 92. À venir jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y avait une imprévisibilité due au budget. Les budgets, quand il y avait des changements, c'est quand le fédéral changeait ses programmes. Mais tu ne stressais pas à l'approche des budgets. Tu te demandais, il va-t-il y avoir de l'argent cette année? Il n'y aura-t-il pas d'argent cette année? Ce n'était pas ça. Il y avait une certaine prévisibilité. Évidemment, tout dépendait des orientations que le gouvernement fédéral voulait donner. Et ben, quand je vous parle d'imprévisibilité, là, ça commence pour vrai en 90. 90, 91, 92, on a 3 budgets consécutifs qui coupent dans les sommes consacrées au logement social, donc dans les ententes fédérales provinciales sur les logements sociaux, et qui en 92, le budget de 92, abolit totalement le programme fédéral de coopérative d'habitation dont je vous parlais. Tout ça prépare le terrain pour qu'on annonce dans le budget d'avril 93 qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante, bien, c'est fini. Le gouvernement fédéral ne finance plus, ne contribue plus au financement du logement social au Canada, puis évidemment au Québec, ce qui veut dire, dans le cas du Québec, qu'on tombe à zéro. Il n'y a plus de développement de logement social qui est possible à ce moment-là. Bon, les organismes communautaires, je vous ai dit, j'allais peu parler des luttes sociales, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut en parler. Les organismes s'étaient opposés au retrait fédéral. Il y a eu des batailles épiques, en tout cas dans le cas du Frappry, il était vraiment épique, pour que le gouvernement fédéral ne se retire pas du logement social, sauf que ça ne l'a pas empêché ça. Et en même temps, on a commencé de plus en plus, on le demandait déjà, à se tourner vers le Québec en disant, mais quand ça se fait qu'on n'a pas de programme de logement qui nous sont propres au Québec, ce qui existait à ce moment-là, ça a changé après, mais ce qui existait en Ontario et en Colombie-Britannique. Et il y a eu d'abord un tout petit engagement. Il y a eu la Ville de Montréal et les groupes communautaires ont travaillé sur quelque chose qui s'appelait Résolution Montréal, qui était l'idée, c'était d'avoir un programme pour Montréal, un programme qui permettait la réalisation de logements sociaux, coopératifs, surtout en nombre assez important. Or, le gouvernement libéral ne voulait rien savoir, le gouvernement libéral qui était au pouvoir à ce moment-là, mais finalement, il a concédé, juste à la veille du déclenchement des élections, un petit programme de 150 logements. Il était généreux quand même. Donc, 150 logements. Par après, bien là, il y a des élections qui s'en viennent. Il y a de fortes chances que le parti qui prenne le pouvoir, ça ne soit pas le Parti libéral, mais le Parti québécois. Et là, il y a des pressions qui se font pour qu'il y ait un engagement qui soit pris dans la plateforme électorale du Parti québécois pour financer un programme. Ils nous promettent la réalisation de 1500 logements par année. On disait bien 1500 par année. La surprise qu'il y a eu tout de suite après, quand ils ont pris le pouvoir, c'est que c'était plus rendu par année. C'était 1500 une fois. Et le 1500 une fois, il est devenu 1200 dans la réalité, là. Ça, c'est un programme qui s'appelait le programme d'achat-rénovation en coopérative et en OSBL d'habitation. Là, il a fallu 2 autres années de pression de toutes sortes et de démarches assez unitaires à ce moment-là. L'ensemble du mouvement s'était vraiment rallié derrière ça. Il fallait obtenir quelque chose du gouvernement du Québec. Bien, on a obtenu, en mars 1997, on est quand même au premier temps de la lutte du gouvernement, lutte gouvernementale autour de l'objectif de déficit zéro. Ce n'était pas un contexte super favorable, mais malgré ça, on réussit à obtenir la création d'un programme qui a pris le nom d'Axiologie. Là, j'oubliais de tourner mes... Vous voyez, la lutte fédérale, ce n'était pas juste en logement qui a coupé, c'est dans plusieurs domaines sociaux, dont les transferts aux provinces, le désengagement fédéral, le Tour du Québec, c'est ça. Et là, il y a la génération de programmes. Résolution Montréal, à peu près rien. Parcours, un petit peu mieux. Et Axiologie, qui est là, est beaucoup plus important. Et qui, à l'heure actuelle, le programme Axiologie a permis la réalisation de 39 000
logements coopératifs sans but lucratif et publics, ce qui n'est pas négligeable, 39 000 logements. Vous allez, je vais aller à la suivante, vous avez une espèce de courbe là, que vous voyez que ça ne dépasse jamais la réalisation. Là. Les logements livrés, ça ne dépasse jamais 3 000. Ça n'a jamais dépassé 3 000, même s'il y a des annonces budgétaires qui nous promettaient 3 000 par année. Mais dans les faits, ça a toujours été, et vous voyez la courbe dans les dernières années, avant en diminuant, c'est tout simplement que le gouvernement n'a pas indexé ses subventions de façon importante. Petite parenthèse pour vous dire que le gouvernement fédéral, à partir de 2002, est revenu dans le financement de nouveaux logements, mais pas dans le logement social, dans le logement qu'on dit abordable. Et il y a des sommes toujours insuffisantes qui ont été accordées, qui ont permis la création d'un programme québécois qui s'est appelé Logement abordable Québec, qui est l'idée, c'était un peu la même chose qu'Accès-Logis, mais avec un financement un petit peu différent. Et ce n'est pas financer des tonnes de logements, autour de 5 000, si ma mémoire est bonne, avec ce programme-là. Et après ça, l'argent fédéral allait pour financer le programme Accès-Logis, mais l'argent fédéral s'est passé avec notamment les conservateurs de Stephen Harper, que d'année en année, il y avait de moins en moins d'argent qui était transféré aux provinces pour financer du logement social. J'arrive à mon dernier bout. Le financement important qui a été accordé dans les années 70-80 a quand même permis qu'on passe le logement social en 71, ça représentait 1,5 de 1% du parc de logements locatifs au Québec. En 91, on était monté, justement parce qu'il y avait eu ce financement-là important, on était monté à 9,7%. Si on avait continué au même rythme, il est probable qu'aujourd'hui, on ne se dirait pas on va atteindre 20%. On se dirait on veut atteindre 40%. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Là, vous voyez le chiffre en 2018. Ça a continué à monter, mais beaucoup plus péniblement, 11,5%. Et en 2024, pour la première fois, on est tombé en bas de ce qui était le palier précédent. Donc, vraiment un recul historique et malheureusement qui risque de durer s'il n'y a rien qui se passe. À l'heure actuelle, le logement social, c'est ça. Ça représente à peu près 10,8% du parc de logements au Québec. Et si on est là sur l'ensemble du parc de logements, donc incluant les propriétés, les deux propriétaires privés, on est dans une proportion de 4,3%, ce qui est extrêmement faible. Bon, malgré ce constat-là, et je termine là-dessus, il y a des choses quand même qui se sont faites qui me semblent importantes de préserver. Parmi ces choses-là, il y a le fait que le logement social, à ce moment-là, au moment où ça s'est développé, où c'était fort, ça partait d'abord des besoins, des demandes des communautés. Et ça, c'était partout à travers le Québec. Ce n'est pas juste dans les grandes villes. Partout à travers le Québec, il y a des logements sociaux qui se sont réalisés parce que ça reposait sur des demandes des communautés locales. Deuxièmement, il y avait une place dans les logements sociaux qui se sont réalisés au Québec, une place historique, je pense qu'il faut souligner, pour les ménages à faible revenu. Il y avait toujours de la place pour les ménages à faible revenu. Tout à l'heure, on parlait d'une mixité de revenus, mais ça incluait quand même un fort pourcentage de logements qui étaient destinés aux gens à faible revenu et notamment aux populations plus marginalisées. Et donc, il y avait des aides au loyer qui permettaient ça. Et par ailleurs, contrairement à ce que j'entendais ce matin un peu sur les expériences européennes, il n'y a pas de part importante qui était demandée aux locataires. Dans les coopératives d'habitation, tu as une part sociale, mais une part sociale de quelques centaines de dollars. Dans ma coopérative, à moi, on parle de 100 $. Donc, ce n'est pas un effort qui est très exigeant pour les ménages à plus faible revenu et à modeste revenu aussi. Et finalement, ce que ça permettait, les logements coopératifs, surtout dans un premier temps, mais après ça, ça s'est étendu aux d'autres formules, c'est une prise en charge par les locataires mêmes. Prise en charge qui, pour moi, est un élément essentiel du logement social. Ça existait d'abord dans la formule coopérative, c'est la définition même d'une coopérative de permettre la prise en charge. Ça s'est étendu aux OSBL d'habitation et même grâce aux luttes qui se sont menées par, notamment par la Fédération des locataires de HLM du Québec,
Bien, ça s'est même étendu aux habitations à loyer modique qui sont sorties du modèle autoritaire qui existait auparavant pour arriver à un modèle plus démocratique de gestion. Ce n'est pas partout, on me corrigerait là-dessus, mais c'est quand même plus étendu que c'était. C'est grâce aux luttes que ça s'est fait. Il y a un moment donné, au fait qu'il y a des gens dans les offices qui se sont mis à comprendre que c'est ce qu'il fallait faire aussi. Là-dessus, je vous remercie. Merci, M. Saillant. François Saillant, Merci, M. Saillant. François Saillant, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour une table ronde. Il y aura 2 tables rondes, donc, cet après-midi. J'ai oublié, dans la précipitation du retour du lunch, de vous dire que ce bloc d'après-midi, c'est important de le faire, est présenté par le Centre de transformation du logement communautaire, qui est un des partenaires de l'événement. Je voulais aussi vous dire qu'à la toute fin, après, donc, la présentation qui suit, 2 tables rondes, on aura un petit sondage maison pour vous. Et à la fin de la journée, il y aura un cocktail. Benoît Doré, ce matin, l'a signalé. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera avec nous. Elle va s'adresser à nous. Ce sera dans une autre salle. Je vous le dirai en temps et lieu. Je vous dis tout de suite quand même qu'il y avait dans votre pochette un petit ticket vert. Donc, si vous n'avez pas votre petit ticket vert, c'est dommage parce que ça vous donne droit à une première consommation gratuite, donc au cocktail. Voilà. Après l'historique que nous a adressé François Saillant, on continue un petit peu dans l'histoire, mais sur le plan du financement, avec quelqu'un que vous connaissez aussi, André Fortin, qui est conseiller stratégique à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Un homme toujours prêt, il est déjà là. La parole est à vous. C'est bon. OK. En fait, c'est différent de François. Ça fait juste confirmer ce qu'on a discuté juste avant qu'on débute. C'est-à-dire que l'histoire, on peut voir ça de différentes façons. Donc, je vais le voir d'un point de vue un petit peu plus différent, un peu plus centré sur la nature même des programmes. Donc, je vais essayer de le présenter de cette façon-là. On n'est pas très nombreux à être ce que je suis. Je suis organisateur communautaire et banquier solidaire. Donc, il y en a quelques-uns chez nous, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres ailleurs. Donc, c'est assez particulier comme cheminement. Donc, ce qu'on présente, dans le fond, ce que je présente, ça tient compte du fait que l'intervention de la Caisse à laquelle j'appartiens se fait à travers différentes mesures financières. Donc, j'ai structuré la présentation autour de ces 3 mesures-là. La première, évidemment, c'est ce dont François parlait beaucoup, c'est toute la question du financement à travers le recours à des programmes publics. Tu parlais d'Axélogie, je vais parler du FAC. Donc, tout ça, c'est un moteur important. L'autre truc sur lequel on travaille beaucoup, sur lequel on fait le plus grand nombre de financements, c'est le maintien des actifs. Donc, tout ça, tout ce qui a été créé dans les années 80 dont tu parlais très bien, François, au bout d'une trentaine d'années, ça a besoin d'être rénové. Donc, on travaille beaucoup fort là-dessus. Puis le troisième, dont on ne parle pas assez, c'est tout le développement autonome, c'est-à-dire le développement d'unités de logement ou l'extraction d'unités de logement du marché privé par des interventions qui se font avec relativement peu, voire même dans certains cas, pas de contribution publique. Donc, ces 3 modes de réalisation-là sont distincts. Ces 3 modes de réalisation-là ont un potentiel immense. Puis, ces 3 modes de réalisation-là présentent des défis. Donc, bien modestement, je vais essayer de vous présenter ces défis-là assez rapidement. Gouvernement fédéral, je n'irai pas trop loin là-dessus parce que François l'a abordé, mais je vais l'aborder un peu d'une autre façon. Le document que vous avez produit dans le cadre de votre démarche de recherche parle d'un principe qui est le cyclilariste. Donc, le fait que les programmes publics viennent souvent contrebalancer certains cycles économiques. Okay? Puis François l'a mentionné, mais ça vaut la peine de le rappeler. Quand les premiers programmes ont été constitués, je pense principalement au programme de l'article 56.1 à l'époque, c'était un rabattement de taux d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon âge dans le public. Les taux d'intérêt étaient à 22 % à ce moment-là. Donc, si vous trouvez qu'à 6 % c'est un petit peu élevé, là, à 22 % c'était extrêmement élevé. Puis, au moment où les taux étaient à 22 % le gouvernement fédéral signait, avec les coop, les OBNL, des conventions d'exploitation qui permettaient de ramener ce taux-là à un taux réel, effectif de 2 %. Donc, vous comprendrez qu'à ce moment-là,
quand les taux sont à 22 %, il n'y a pas tant de monde que ça qui développe des projets, il n'y a pas tant de monde que ça qui crée des logements. Okay? Puis la petite anecdote que je voulais raconter à ce sujet-là, je travaillais dans un GRT à cette époque-là, à Québec, puis j'allais souvent à la Ville de Québec pour demander des permis. Et à un moment donné, la dame au permis a dit « Ah, bonjour, M. Fortin. » Je dis « Ma foi, vous avez de la mémoire, vous. Je ne peux pas croire qu'à la gang de monde qui vient ici, de vous rappeler le nom de tout le monde. » Elle dit « Non, il y a juste vous qui venez demander des permis. » Fait que je l'ai trouvée fine, j'ai donné du chocolat, parce qu'on recevait, là, j'ai lu la presse ce matin, on recevait les permis au bout d'à peu près une semaine, ce qui était sympathique, ce que j'aimais beaucoup, ce qu'on appréciait davantage. Puis à un moment donné, le délai est passé à 2 semaines. On trouvait ça terriblement long. Fait on y a coupé le chocolat. Mais on était dans ce contexte-là où on remplaçait, grâce aux octrois publics, on remplaçait cette capacité-là d'agir, puis qui nous permettait de créer du logement communautaire. Donc, de ce point de vue-là, c'était quand même quelque chose qui était appréciable. Okay? François les a nommés tantôt. Il y a eu 3 programmes fédéraux. La caractéristique principale de ces 3 programmes-là, c'est qu'ils étaient tous 3 totalement autoportants. Ce que je veux dire par autoportants, ils étaient tous 3 totalement réalisables sans autre octroi public. On n'avait pas besoin des villes, on n'avait pas besoin de la province. Les 3 programmes fédéraux fonctionnaient de façon autonome. On n'avait pas à multiplier les demandes de financement. On n'avait surtout pas à arrimer les conditions des uns et des autres. Donc, il y avait une espèce de simplicité administrative qui était plutôt sympathique. Par la suite, le gouvernement provincial, François l'a mentionné, s'est introduit, puis il a créé, puis là, je les ai énumérés dans cet acétate, il a créé un certain nombre de programmes. Le plus important, c'est quand même assez fondamental de le rappeler, étant le programme Axiologie. On oublie parfois de le mentionner, mais le programme Axiologie a été le programme qui a eu la plus grande pérennité de tous les programmes de logement public au Québec et au Canada. Axiologie a procédé pendant 25 ans. Et Axiologie était, contrairement à beaucoup de programmes, j'y reviendrai plus tard, Axiologie est un programme qui a été totalement co-construit entre certaines composantes du mouvement communautaire, notamment du mouvement coopératif et le gouvernement du Québec. Ça a été une première expérience très réussie de co-construction de programmes. Et vous allez voir, je vais revenir là-dessus un peu plus loin dans la présentation. Par contre, une des caractéristiques d'Axiologie, c'est qu'il nécessitait une contribution des municipalités. Ce qui était, puis là, je ne veux pas être mal compris, ce qui était difficile pour tout le monde, parce que c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle logique, mais ce qui était particulièrement difficile pour les petites municipalités. Donc, ça a été très difficile, je pense à Gervais Derris, qui est ici, qui était à l'époque maire d'une municipalité. C'est très difficile pour les petites municipalités de suivre la cadence. Donc, ça excluait quasi de facto un certain nombre de petites municipalités pour développer des projets de logement communautaire. Donc, de ce point de vue-là, il y avait un écueil assez considérable dans le programme Axiologie. Un exemple typique de projet que j'ai construit avec mon collègue de GRT, Jean-Pascal, essentiellement réaliser un projet de logement communautaire, un projet qui a été fait tout récemment. On est à 400 000 $ la porte pour un projet de 2 chambres à coucher. La contribution du programme provincial, qui est actuellement le programme d'habitation abordable Québec, est de l'ordre de 188 000 $. La contribution de l'université va être de l'ordre de 75 000 $. Puis, grosso modo, ce qu'on se rend compte, ça ne suffit pas, ces 2 contributions-là, à réaliser des projets. Donc, ça oblige les demandeurs, les organismes, notamment les GRT, à trouver des contributions additionnelles. Grosso modo, c'est intéressant de faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin. Grosso modo, on se retrouve dans des situations, en raison de la hausse des taux d'intérêt, où le financement hypothécaire résiduel, donc ce qui se fait au final du projet, correspond grosso modo à peu près 20-25 % du coût du projet. Donc, le corollaire, c'est qu'il faut trouver entre 75 et 80 % de subventions sous toute forme pour arriver à réaliser des projets dans le cadre de ce programme public-là qui est le FAC.
Okay? Donc, c'est une tâche lourde. Ça explique en partie, pas en totalité, mais en partie, le fait que les gens décrivent de façon souvent avec peu de compréhension les délais de réalisation de ces projets-là. Mais effectivement, c'est un sacré défi que d'arriver à réaliser des projets dans ce contexte-là. Je vous disais, on travaille beaucoup sur le maintien des actifs. Donc, François nommait les chiffres tantôt, j'y reviendrai pas, mais on a des milliers de logements qui ont été constitués à partir de 1979, grosso modo, jusqu'au début des années 90. Ces logements-là étaient constitués à partir de contributions et d'hypothèques de 35 ans. Donc, si vous faites l'addition, on se retrouve grosso modo à la mi des années 2010, où ces hypothèques-là sont terminées. Ces contributions-là publiques sont en grande partie terminées, mais par ailleurs, vous devez bien vous y attendre. Au bout de 35 ans, les bâtiments ont besoin de beaucoup d'entretien, ont beaucoup de rénovation. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Vous connaissez fort probablement une règle qu'on appelle la règle de Pareto, c'est-à-dire que 80% de ces projets-là se font très facilement. Les loyers de la coop ou de l'OBNL sont suffisants, les taux d'intérêt sont avantageux, le coût des travaux est réaliste ou réalisable d'un certain point de vue. On a 20% de projets sur lesquels on a beaucoup de difficultés. Les loyers sont trop bas, les coûts de réalisation sont beaucoup trop élevés, les coûts de rénovation sont beaucoup trop élevés. Dans certains cas, je pense particulièrement à la Ville de Montréal, on est confronté notamment à des questions de terrain contaminé, ce qui engendre des difficultés financières considérables. Donc, grosso modo, la règle de Pareto étant qu'on passe à peu près 80% de notre temps sur 20% de nos projets. Puis, ça donne que c'est le 20% le plus compliqué. Donc, on est beaucoup dans cette logique-là sur le maintien des actifs. L'autre truc dont on ne parle pas suffisamment, à mon sens, c'est le développement hors programme. Il y a un certain nombre d'organisations, il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même l'avouer. De façon générale, ce sont de grands organismes sans but lucratif, donc de grands OSBL. Ils sont pratiquement tous ici aujourd'hui. Il y a aussi quelques coopératives qui opèrent de cette façon-là. Ces groupes-là, dans le fond, utilisent l'équité des projets existants pour financer puis soutenir le développement de nouvelles unités, plus souvent qu'autrement, avec plus ou moins d'octroi public. Okay? Tout récemment, on va en parler probablement tantôt, on a procédé à l'acquisition de 717 logements du côté de Montréal, sans aucune mise de fonds réelle de l'organisme qui a développé ce projet-là. Donc, autrement dit, on a réalisé ça avec relativement peu de subventions, avec des apports en capital patient, avec une fondation qui nous a beaucoup aidés, qui est la Fondation Lucien-André Chagnon, avec un fonds d'investissement qui est le fonds New Market Fund qui nous a beaucoup aidés. Donc, autrement dit, on arrive un peu en marge des programmes publics. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait, mais de façon proportionnelle, ce qu'on a vu tantôt, de façon beaucoup plus modeste, on arrive à réaliser un certain nombre d'interventions en dehors des programmes publics. Okay? Puis ce potentiel-là est effectivement considérable. Donc, la situation actuelle, on a beaucoup de programmes qui opèrent sous l'égide du gouvernement du Québec. Une partie relativement importante des unités réalisées par le gouvernement du Québec se font à travers des ententes avec des fonds spécialisés. Je pense particulièrement à Desjardins, je pense à la Fédération de l'intérieur du Québec et je pense à Fonds d'Action CSN. Donc, autrement dit, il y a une partie des unités qui ont été transférées à des organisations qui ne sont pas le gouvernement du Québec, mais qui, évidemment, ils ont de la reddition de compte à faire au gouvernement du Québec. On est sur la fin des projets Axélogie, donc on est en train encore de réaliser ce qu'on appelle le backlog d'Axélogie. Donc, on reçoit encore des projets Axélogie pour terminer la programmation. On tente de réaliser, un peu avec ce qu'on voyait tantôt, le projet FAC. Puis, dans le fond, on essaie de faire tout ça du mieux qu'on peut, je vous dirais, avec les moyens qu'on a. Donc, il y a une espèce de constat assez généralisé à l'effet qu'on pourrait en faire davantage si on avait plus de moyens. Donc, on est vraiment dans cette conjoncture-là. Tantôt, François en a parlé. Il a conclu d'ailleurs avec ça. Je trouvais ça vraiment le fun parce qu'on ne s'était pas concerté. Depuis quelques années, on ne parle que de l'enjeu de l'abordabilité. L'abordabilité, c'est devenu à la fois une fin et un moyen. 2-3 commentaires sur l'abordabilité. D'une part, ce serait vraiment le fun que les différents paliers de gouvernement s'entendent sur ce dont il s'agit.
parce que dans différentes régions, selon différentes typologies, l'abordabilité n'est pas la même pour le fédéral et le provincial. Donc, imaginez-vous un instant qu'on fasse un projet qui implique, et on le fait à la fois le fédéral et le provincial, quand on n'a pas les mêmes seuils d'abordabilité, ça pose des problèmes énormes. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Mais l'autre truc, à mon avis, plus important, c'est que cette emphase-là, quasi exclusive sur l'abordabilité, nous fait occulter le social, nous fait occulter que le fait que le logement communautaire, social, c'est beaucoup plus qu'un logement à faible loyer. Un logement communautaire et social, c'est un milieu de vie. Un logement communautaire et social, c'est un milieu d'apprentissage du pouvoir. Donc, un logement communautaire et social, c'est beaucoup plus large que le seul fait de ne pas coûter cher. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des façons de revaloriser le social dans nos projets de développement, parce qu'à mon sens, ça m'apparaît fondamental. 2 minutes. Excuse-moi. J'arrive à la conclusion, je m'en excuse. C'est la faute de François, il a pris plus de temps que prévu. Les programmes, c'est pas neutre. C'est important de se rappeler ça. Ça fait 40 ans, moi, je suis dans le logement communautaire. Les programmes, c'est pas neutre. Ça définit ce qu'on fait. Ça définit comment nos ensembles vont être gérés. Dans certains cas, ça définit comment on choisit nos locataires. Ça définit les relations entre les gens dans une organisation. Donc, les programmes, c'est pas neutre. Puis, on est extrêmement tributaire des programmes. De façon générale, tous les programmes ont été construits derrière ce que j'appelle dans l'acétate des portes closes. C'est-à-dire, tous les programmes ont été construits, à 2 exceptions près, par des, je le dis de façon absolument pas réductrice, parce que je l'ai été pendant 7 ans, par des fonctionnaires qui veulent bien faire les choses. Okay? Axélogie, ce n'est pas de ce type-là. Et le programme fédéral des coopératives d'habitation dont tu as fait mention, François, tantôt, entre 86 et 93, n'est pas de ce type-là. Ces 2 programmes-là ont été co-construits. Puis je me rends compte que ces 2 programmes-là, mis à part la mauvaise décision du gouvernement fédéral de mettre fin au programme des coop d'habitation, ces 2 programmes-là ont été extrêmement performants, l'un et l'autre, si on avait continué dans ce mode-là de co-construction puis de coproduction. Donc, c'est à ça que j'en arrive. Co-construction, coproduction, donc l'histoire nous l'a rappelé, il est possible d'inventer des programmes, il est possible de co-construire des programmes, il est possible de coproduire des programmes. Puis on a, ne serait-ce qu'à regarder le groupe d'ici, on a toute l'expertise pour le faire. Je dirais même qu'on l'a plus qu'à l'époque où on l'a fait dans les années 80. Donc, on a toute la capacité de faire ça, tout comme on a eu la capacité d'écrire à partir d'une page blanche Axélogie. Donc, on est capable de faire ça. Il y a toute l'expertise qu'il faut pour le faire. Puis, je dois vous avouer que si j'avais un rêve à formuler avant ma retraite, ce serait vraiment qu'on recommence à cette idée-là, puis qu'on remette de l'avant cette idée-là de co-construction de programmes publics en habitation. Je pense qu'on est mature pour ça. Là, c'est la vraie conclusion, je m'en excuse. Donc, tout le monde le dit, là, il y a une immense crise du logement et depuis relativement peu, elle est unanimement reconnue. Donc, prenons cet acquis-là, il est intéressant. Faut revenir à des mesures de programme qui vont être plus souples, plus innovantes. Je suis assez bien placé pour savoir que l'innovation en financement, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on ait des mesures de programme qui soutiennent davantage l'innovation. Il faut qu'on soit capable de tenir compte de la diversité des situations. Actuellement, il y a des situations qui sont un peu oubliées par les programmes. Je pense, entre autres, aux besoins sociaux importants, notamment à la question de l'itinérance. Il faut qu'on travaille davantage là-dessus. Il faut repenser la relation qu'on a tous et toutes ici entre nous. Il faut que les parties prenantes, donc tous les secteurs travaillent davantage ensemble, qu'on arrive à avancer un petit peu. Puis il faut quelque part qu'on arrive à le faire parce que le problème social découlant de la situation du logement est extrêmement important. Merci beaucoup tout le monde. Non, c'est très bon. Merci. Merci. Merci André Fortin. C'était un peu plus long, mais c'était vraiment vachement intéressant. Merci beaucoup, vraiment. Avant de passer à une première table ronde à laquelle va participer André Fortin, un dernier petit mot pour compléter ce portrait de la situation au Québec avec Chantal Desjardins, qui je pense va nous amener aussi en prospective un petit peu.
Alors, je vais vous prendre juste un petit 5 minutes, mais là, André, tu m'as volé du temps. Alors, je vais être brève, mais moi, je vais vous amener plutôt dans l'avenir. Tantôt, on était allé dans le passé, mais je vais vous amener quelques éléments de réflexion et des statistiques pour débuter, lancer cette belle discussion qu'on aura tout à l'heure. Alors, quelques chiffres, mais déjà tantôt, on en a parlé, mais présentement, en fin de compte, on est à, moi je fais un 5 là, dans l'ensemble du logement, notre parc de logements actuellement, au Québec, on est à 5 seulement en logements sociaux. Ici, on dit logement social et communautaire, donc c'est pas tout à fait la même chose qu'en Europe. Et donc, j'ai fait une petite projection, toute proportion gardée, avec le nombre de populations que nous sommes par rapport aux 3 autres pays. Alors, si on avait développé au même rythme, donc présentement, on a 160 000 logements, logements sociaux et communautaires. Et sur les 160 000 logements, ça se répartit environ comme ça. Là, 48 ce sont des HLM, 34 en OBNL et 18 en coopérative. Et donc, si on avait développé au même rythme, mais vous allez me dire, Chantal, bien sûr, si les pays d'Europe, ça fait 100 ans qu'ils sont commencés, mais si on avait développé au même rythme, petite extrapolation, donc, et si nous étions la France, on aurait aujourd'hui pas 160 000 logements, mais on en aurait 675 000. Avec le Danemark, on en aurait 813 000. Et si on était l'Autriche, nous en aurions 912. Alors, il faut rattraper le temps. Nous avons également au Québec 173 000 ménages qui ont des besoins impérieux en logement. Et puis, j'ai fait un petit exercice de calcul pour voir si, par exemple, on voulait doubler notre fameux parc de logement au Québec pour répondre minimalement à ces ménages. Des chiffres, grosso modo, là, vraiment des moyennes. Parce que depuis ce matin, on voudrait doubler le parc de logement et tout ça. Mais c'est bien beau, on a parlé de chiffres, on a parlé un petit peu les programmes, combien ça avait coûté. Mais donc, réalistement, si on voulait le faire demain matin, ça voudrait dire quoi? On va y aller à peu près. Là. Alors, on y va, si on voulait faire 150 000 logements de plus en moyenne, puis on va y aller avec un 250 000 $ par unité, je sais que ça ne coûte pas ça, mais si on y allait en achat aussi, en achat et en rénovation, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Alors, si on y allait, vous le voyez en orange, sur 20 ans, par exemple, donc il faudrait construire ou acheter 7 500 logements par année. On arrivera en 2044. Moi, je vais être assez vieille dans ce temps-là. J'aurai au moins 80 ans. Ça me paraît un petit peu loin. Bien, idéalement, si on y allait, on était audacieux, puis si on y allait sur 15 ans, puis on en construisait 10 000 par année, ça nous coûterait combien? En fait, il faudrait avoir 2,5 milliards par année. Un gros chiffre, vous me direz. Mais la question est comment générer ces milliards-là? Donc, si on voulait générer les milliards avec une contribution, je vous donne un exemple, puis ça, on peut s'amuser infiniment avec les chiffres. Donc, si on avait une contribution du milieu, c'est le chiffre que vous voyez dans la pastille orange, de 15 % par exemple en rouge, avec une part de subvention de 50 %. Il faudrait financer par année 1,06 milliards par année en prêt ou autre façon. Et on peut continuer comme ça, s'il n'y avait pas de subvention, etc., vous le voyez. Et donc, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, mais on pourrait aussi s'imaginer, par exemple, avoir un fonds de 5 milliards qui pourrait être auto-renouvelable et qui pourrait agir à titre de prêteur à bateau et qui lui-même pourrait générer énormément d'intérêt. Et si ce fonds-là pouvait être la part complémentaire des subventions, ça serait formidable. Maintenant, on va voir comment, effectivement, les taux d'intérêt ont un impact. Et pourquoi je vous parle de taux d'intérêt? On en a parlé tantôt, au moment où le gouvernement fédéral avait permis d'avoir des taux d'intérêt de 2 %. Et c'est tout là, probablement, le secret de l'affaire, comment y arriver. Donc, je vous présente ici un vrai projet d'accès logis qui a été financé. Et donc, ce projet-là, présentement, a des loyers à 868 $ par mois et des 3,5. Et donc, présentement, le taux d'intérêt est à 3,5 %. Mais donc, leur hypothèque est renouvelable. Et très bientôt, ils vont, vous le savez, comme les taux d'intérêt ont augmenté, ils vont devoir augmenter leur loyer de façon considérable. Et si on prenait ce projet-là et on l'extrapolait hypothétiquement dans une autre façon de voir les choses,
Ici, ce projet-là recevait, on va y aller avec la ligne bleue pour pas regarder toutes les lignes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais si ce projet-là, au lieu de recevoir 1,7 million en subvention, parce que c'est ce que ce projet-là a reçu, il en recevait que 500 000, mais que par ailleurs, il pouvait avoir un taux d'intérêt soit de 30 %, si là, on peut jouer à l'infini, là, un taux d'intérêt entre 0, admettons, ou 2 %. Donc, on pourrait garder les loyers en dessous du marché. La différence de ce que ça ferait, en fait, c'est qu'on pourrait en faire beaucoup plus, c'est que le gouvernement pourrait en financer beaucoup plus. Donc, pour nos 10 000 logements par année, alors on pourrait en faire pour 200 millions pour avoir 10 000 logements par année. Donc, le gouvernement ne pourrait pas nous dire, ben ça coûte trop cher. Je vous montre une fiche qu'on a dans l'étude qu'on a publiée à l'automne dernier. Il y a des chercheurs européens, donc les chercheurs Norris et Barnes, qui ont élaboré tout un système d'évaluation en 2021. C'est un cadre conceptuel qui nous permet d'évaluer pour voir si le système de financement du logement social est résilient dans un pays. Alors, il y a 3 facteurs. Donc, il y a l'ampleur comme caractère d'évaluation. Il y a la cyclicalité, mot difficile à dire, et la perméabilité. Donc, ce que disent les chercheurs, c'est qu'on a un système qui est résilient si dans la première pastille, si votre système a une ampleur qui est vaste. Ça veut dire que si vous avez plusieurs possibilités de sources de financement, mais que ces sources de financement aient une cohérence les unes entre les autres, les unes avec les autres. On peut penser, nous, avec nos sources de financement fédéral, provincial, municipal, qui parfois n'ont pas de cohérence. Donc ça, c'est un facteur très important. Les sources de financement doivent être cohérentes les unes entre elles. L'autre facteur, c'est qu'il doit avoir une certaine cyclicalité, c'est-à-dire que on doit passer et être à l'épreuve des cycles économiques. Donc, être contracyclique, donc ça veut dire, puis on en a parlé tantôt, quand on regarde les programmes qu'on a eus, oui, économiques et politiques, ben, on est toujours à la merci des changements politiques. Et ce qui fait qu'on a des hauts et des bas. Donc, plus ton système est à l'abri de ça, donc plus il est étanche. Et à la dernière, effectivement, pastille, on a la question de l'étanchéité. Et ce que ça veut dire, c'est que l'argent qui est investi dans le système, l'écosystème, est éternellement et complètement recyclable. Donc, on ne perd pas cet argent-là et peut, par exemple, un fonds qui peut prêter de l'argent et les fonds reviennent après ça dans le système. Donc, plus on a d'étanchéité, plus le système est résilient. Et donc, en terminant, je vous laisse en réflexion avec le panel. Donc, si on avait en complément, on avait un système qui était assez performant, et là, je m'excuse, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas jusque-là et je ne l'ai pas dans ma planche. Alors, si on avait un système de financement idéal avec l'implication de l'État, bien, ça nous permettrait d'avoir des loyers sous le marché, des conditions de prêt stables qui ne changent pas à chaque terme, des taux de prêt adaptés à nos besoins, et des investissements qui seraient aussi auto-renouvelables. Et donc, on pourrait avoir un milieu en constant développement. Alors, je vous laisse ces éléments-là en réflexion et bonne chance pour le panel. Merci Chantal. Alors, on va effectivement passer à un premier panel. Il y en aura un deuxième après la pause qui sera animé par Jacques Baudouin. Mais pour l'instant, donc, à partir de là, on était vraiment sur l'historique au Québec, sur un bon portrait aussi des différents programmes, la façon dont fonctionne le financement, les objectifs qu'on pourrait se fixer, comment y arriver. Donc, on va partir de ça avec mes 5 invités, de la situation québécoise, mais toujours en se référant à ce qu'on nous a présenté ce matin. Est-ce qu'il y a dans cette expérience européenne, en Autriche, en France, au Danemark, des leviers qui pourraient être intéressants pour nous, que ce soit en termes de diversification de financement ou autre? On pourra peut-être même parler de mixité, à qui s'adresse le logement social. Donc, 5 invités que j'invite tout de suite à me rejoindre sur scène. Edith Cyr, que vous connaissez tous. Edith Cyr, qui est directrice générale du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Vous pouvez vous asseoir là, Mme Cyr. Qui est dans le domaine donc, du logement social depuis une 40aine d'années. Merci d'être avec nous. François Claveau, directeur général de la corporation Mainbourg,
une OSBL d'habitation qui compte plus de 1200 logements. M. Claveau. Louis Gaudreau, qui est chercheur à l'Institut de recherche de l'information socio-économique, l'IRIS, qui est membre du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, juste ici, si vous voulez. Me déplacer, ça va être plus simple. Avec nous également, donc, vous les avez vus à l'instant, François Saillant, militant de la première heure pour le droit du logement social, longtemps porte-parole du FRAPRU, M. Saillant. Et André Fortin, donc, que vous venez d'entendre, qui m'a promis que pour le panel, il serait très, très concis, qu'il ne déborderait pas du tout de son temps. Merci d'être avec nous. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir d'abord sur la situation au Québec. Je commence avec vous, Mme Cyr, parce que vous êtes notre doyenne. L'idée, parce que je veux vraiment qu'on parle de ce qui nous a été présenté en Europe ce matin. L'idée, c'est de faire un premier tour de table assez rapide. Vous avez vu neiger. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile aujourd'hui de faire du logement social qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans? Puis en fait, à tous, à quoi il faut s'attaquer en priorité pour que ça soit plus efficace maintenant, notre système au Québec? Une idée chacun. OK. Plus difficile dans un sens. Oui. Puis si j'avais une affaire que je souhaiterais et qui ferait la différence, pour moi, c'est d'avoir, mettons, des modes d'investissement ou des programmes qui ont de la durabilité. Parce qu'avec le reste, on est capable de s'organiser. Je vais les améliorer, je vais les travailler. Il y aura plein d'autres éléments. Vous avez dit un, je vais être docile. D'accord. Donc, des programmes qui sont dans le temps. Prévisibilité, on sait que ça ne changera pas, on sait à quoi on a affaire. Un programme le plus simple possible, j'imagine aussi. Là, si vous m'en demandez 2-3, je vais en dire 2-3. On a en ce moment des programmes qui ont changé, on l'a dit. Ils sont avec des montages financiers. Il n'y a pas d'arrimage dans ces montages financiers-là. On est en pleine crise du logement, on nous demande d'aller rapidement. Bien là, ce que ça prend, c'est le bâton du pèlerin, puis où, effectivement, il faut aller rencontrer les différents paliers de gouvernement, les différentes sources de financement. C'est pas simple. Comme ils ne sont pas arrimés, on en a parlé tantôt, il y en a que ce n'est même pas les mêmes loyers abordables. Mine de rien, là, ça a l'air de petits obstacles, mais qui prennent quelques minutes à régler quand toujours on est supposé être dans la course folle parce qu'il y a une crise du logement. Je dirais que les délais de traitement devraient être améliorés. Ça a l'air de rien, on est quand même, malgré toute la bonne volonté, il y a beaucoup de paperasse. Et ça, puis je ne vous demanderai pas de réagir parce que je ne ferai pas exprès, mais je sais, on s'est parlé au téléphone pour préparer cette discussion-là, puis vous me disiez à l'époque, ça allait beaucoup plus vite, on savait qu'on avait notre financement, ça commençait, ça ne traînait pas. C'est plus le cas, malheureusement, maintenant. François Claveau, même chose, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité? Puis je vous lance un petit peu sur, puis André Fortin en parlait, sur votre projet récent, La Rousselière, parce que je pense que ça illustre bien la complexité du système actuel. C'est quoi? 7 sources de financement, des délais très, très longs. Bon, je ne vous dis pas que ça va être ça votre réponse, c'est trop compliqué, mais je pense que ça va faire partie de la réponse. Ça fait partie, enfin, François et André ont mis la table et Chantal aussi vont essayer de résumer ce qu'ils ont apporté, parce que je pense que si on retient ce qu'ils ont apporté, ils ont la réponse sur qu'est-ce qui s'en vient prochainement. S'il y a une chose à changer, moi, il y en a un paquet, mais je pense que la plupart des gens s'entendent que si on était capable d'avoir des prévisions. Oui. On a vu, là, des fois c'était 1 an, ça devait être par un temps de logement par année. Je pense que c'est arrivé une fois, peut-être 2, où, je me rappelle, là, François pourrait corriger, mais Louise Arel, sur 5 ans, avait annoncé tant de logement. Le Parti québécois a perdu le pouvoir en 2003, puis le Parti libéral a continué, mais c'est parce que ça avait été annoncé avant. Je pense que c'était la seule fois qu'il y a eu une prévision sur 5 ans. Moi, je dirais 7 à 10 ans. On va être audacieux. Prévision sur 7 à 10 ans. Combien de logements que le Québec veut construire pendant 7 à 10 ans? Comment on va y arriver? On trouvera une façon de faire. Là. Demain, il y a du travail qui va se faire. Il y a du travail qui va se faire dans les prochaines années. Mais avec La Rousselière, vous, j'imagine 7 sources de financement différentes. J'imagine que vous vous réveillez la nuit pour dire « j'aimerais ça avoir un guichet unique ». Un programme qui, non? C'est-à-dire que ça a été dit tout à l'heure, André l'a dit, cohérence dans les programmes, comment s'entendre sur la notion d'abordabilité. C'était 7 sources de financement qu'on espère avoir. Là. Il y a une 7e qui n'est pas encore... Après combien de temps? Mais en réalité, ça a été assez rapide quand même pour une acquisition. Ça a pris 1 an.
OK. À partir du moment que l'idée a été lancée, ou le premier contact qui a eu lieu là, par New Market Funds avec le vendeur, ça a pris 1 an avant que ça se réalise. Ça aurait pu être plus rapide. Là. Ça n'a pas pris 1 an avant qu'on ait tout l'argent, parce qu'on est en train d'en recevoir, là, malgré qu'on est propriétaire depuis 7 mois. Il y a des incohérences un petit peu, les difficultés, mais on met des choses en place quand même. C'est une grosse acquisition. Il faut comprendre que tout le monde avait la bonne volonté pour que ça fonctionne bien. Mais Edith, elle le dit, ou d'autres l'ont dit, là, la cohérence des programmes, c'est ça qui est surtout nécessaire. Là. Comment d'aller dans la même direction, d'être capable d'avoir un chapeau un peu plus, je dirais pas jusqu'à dire guichet unique, là, peut-être d'autres oseront le dire, je n'ose pas le dire. Là. Je dirais, moi. Tu me dirais, oui. Ben, enfin, avec des couleurs, oui, on peut bien avoir un guichet unique, mais avec pas du mur à mur. Là, on veut s'adapter à travers les régions, les besoins de tout le monde. C'est pour ça que c'est des choses à avancer comme ça, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit plus simple. Parce que non seulement qu'il y a eu cette source de financement, mais on a 4 critères d'abordabilité différents qu'il faut respecter. Là. On parle d'acquisition, ce n'est pas du logement neuf. Là. Il y a déjà des prix de loyer qui sont déjà là qu'il faut vivre avec. Là. Ça, André Fortin, puisqu'on parle de simplifier, de cohérence, de guichet unique, que je vous ai débaptisé? Non. Non. Est-ce que c'est pas ce que vous essayez de faire, vous, en fait? Là? Puis, moi, je me suis plongé là-dedans avant les journées d'études, mais toute la question de fonds mutualisés, vous nous en avez parlé. C'est ça. En fait, ce qu'on essaie de faire, puis on est au début des démarches, c'est un problème social, le problème du logement. Donc, il faut il y a des composantes sociales qui ont été peu contributives jusqu'à présent. Puis les deux qu'on cible beaucoup de ce temps-ci là, dans nos démarches, c'est les fonds de retraite, les grands fonds de retraite. Il y a beaucoup, beaucoup de sous là-dedans. Puis il y a beaucoup, beaucoup de sous qui peut avoir beaucoup plus de souplesse que le financement conventionnel, en termes de délai de remboursement, en termes de modalité de remboursement, en termes de taux. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, puis sincèrement, dans l'ordre de priorité, en toute équité, ça devrait être la première, c'est les organisations elles-mêmes, c'est le capital, c'est l'équité qui existe dans ces 160 000 logements-là qu'on a créés au fil des ans, qui est, à peu d'exceptions près, relativement peu contributive au développement. Donc, si on arrivait à... Mettre son actif sur la table pour qu'on comprenne bien, oui. pour aller chercher de l'argent supplémentaire en prêt. C'est ça l'idée? Oui, je vais être un peu cynique, là, puis je m'en excuse d'avance, là, mais c'est plus rassurant pour un prêteur de prêter de l'argent à du monde qui ont de l'argent que de prêter à du monde qui n'en ont pas. De ce point de vue-là, si on arrive à faire contribuer l'équité, ça donne une vitalité au financement qui peut être beaucoup plus rapide. Là. L'idée des fonds de retraite, tout ça, c'est d'aller chercher du financement, en fait, des investisseurs privés qui sont prêts à développer du logement. Il y aura un rendement pour eux. Tout le programme auquel François référait tantôt, tout le programme fédéral de 86 à 93, c'est fait à partir de contributions de grands fonds de retraite, puis qui avaient des modalités de remboursement beaucoup plus fluides, beaucoup plus adaptées aux conjonctures économiques, beaucoup plus souples. Donc, c'est cet exemple-là qui a été réussi. Moi, je pense qu'on peut le répéter, puis ce sera le fun qu'on travaille dans ce sens-là. En tout cas, on essaie. M. Saillant, est-ce que ça vous fait pas peur, ça, de sortir du modèle où c'est l'État qui finance, puis d'aller chercher ailleurs en perdant peut-être un droit de regard? Ou enfin, vous qui êtes le défenseur de la veuve et de l'orphelin, qui avez grandi dans cette culture du financement public, là, entre guillemets, pur et dur. Bien, moi, ce que je dirais, je suis ouvert à toutes sortes de possibilités. On veut atteindre 20 du parc de logement. Bon, nous autres, on est plus modestes. On dit, je dis nous autres, je parle encore au nom du FREPRU, mais je ne devrais pas. Mais on est plus loin, c'est 20 du parc de logement locatif. On n'y va même pas sur l'ensemble du parc, dans une première étape. Après ça, on verra. Mais pour ça, il faut que l'État assume ses responsabilités. L'État a des responsabilités à l'égard du droit au logement. Autant le fédéral que le provincial ont signé un pacte qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui les oblige à tout mettre en œuvre, c'est vraiment tout mettre en œuvre au maximum de leurs ressources disponibles pour respecter, protéger et mettre en œuvre le droit au logement. C'est des responsabilités qui doivent être assumées.
Et d'aucune façon, il faut faire en sorte que ce qu'on demande, que les possibilités qu'on met sur la table viennent entraver la lutte pour que l'État prenne ses responsabilités, parce que c'est encore à lui que ça revient de s'occuper du respect de la protection et de la mise en œuvre du droit au logement. Oui. On va terminer ce tour de table, puis on va ouvrir après la discussion entre vous avec Louis Gaudreault. Je ne me souviens plus qui dans ses présentations, je pense que c'est M. Fortin, mais qui disait, ça a été évoqué quelques fois depuis le début de la journée, cette fameuse valeur, cette nouvelle notion qui vient un peu en compétition avec le logement social et communautaire, qui est le logement abordable. Je pense que c'est quelque chose, vous, qui vous préoccupe. On ne parle pas de la même chose. Est-ce que c'est carrément deux, parce que les gouvernements, le fédéral dans le dernier budget, a parlé de logements 500 fois. Il y a des milliards qui s'en viennent, mais tous les gouvernements sont branchés là, sur classe moyenne oblige, probablement, sur cette notion logement abordable. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un adversaire, un obstacle au développement du logement social et communautaire, ou si on peut faire les deux en même temps? C'est sûr que... On ne parle pas de la même chose, en tout cas. On ne parle pas du tout de la même chose. Parce que je pense que les gens ici sont probablement bien au fait. Mais je pense que ce passage du logement social vers le logement abordable, il traduit un changement d'orientation aussi qui nous renseigne sur le fait que le logement peut être hors marché sur le plan de sa structure juridique, mais sur le plan de son financement, puis des loyers qui sont exigés, dans le cadre du logement abordable, on demeure avec une exposition assez forte au marché. Et en tout cas, et je pense que donc par rapport au loyer, mais ça on pourrait revenir, mais aussi par rapport au prix des terrains, à tout ce qui est coût de construction, et ce qui, moi, m'amène à penser, un peu comme François le mentionnait, que l'État, si on pense à des mesures structurantes ou qui soient pérennes ou qui aient une certaine prévisibilité dans le temps, on ne peut pas faire abstraction du fait que l'État a une responsabilité, puis une responsabilité envers l'abordabilité ou envers des mesures qui permettent de protéger une certaine partie du parc de logement de ces dynamiques de marché. Donc, sortir des logements du marché, les protéger, ça, c'est la grande clé pour vous. Là. Sortir de la règle de suivre le marché constamment. Oui, c'est ça. Donc, non seulement sur le plan juridique, du mode de tenue, donc ce n'est pas de la propriété privée, mais aussi sur le plan des loyers ou en tout cas des conditions d'accès à ces logements-là. Il faut qu'on soit en mesure de sortir du marché parce que sinon, on ne fait qu'alimenter une crise qui... Oui, allez-y, Mme Cyr. Moi, je vais avoir le souci, effectivement, qu'on sorte du marché. Mais l'élément qu'on ne doit pas perdre de vue, puis qui, pour moi, est un enjeu en ce moment, puis on l'a vu dans les exemples ailleurs, la population rejoint des plus larges. Je ne suis pas contre. Je souhaite que tout le monde soit logé décemment. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'en ce moment, ceux qui vivent le plus fortement les mauvaises conditions de logement ou la crise du logement sont les gens à plus faible revenu. Donc, dans tout le souci de dire qu'il faut faire du hors-marché, tout à fait, mais pas perdre de vue qu'on continue de répondre à ceux qui en ont le plus de besoin. Puis c'est toujours un arbitrage difficile pour les gouvernements parce que quand il manque d'argent, tu dis où je la mets. Puis là, on parle de la classe moyenne qui est touchée par la crise, puis on parle de l'accessibilité, de l'accession en propriété privée. Puis moi, je dis, je souhaite que tout le monde soit logé décemment. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des techniques qui vont stabiliser le marché. Je ne suis surtout pas contre. Mais si demain matin, j'ai 1000 pièces à donner, puis que je dois choisir, je ne peux pas laisser du monde dans la rue. Fait que, il faut faire ces arbitrages-là. Oui, avoir des méthodes, puis, une planification qui nous permet d'atteindre des cibles, qui a de l'impact sur le marché au total, comme dans les pays qu'on a vus ce matin. Là, on a vu une baisse de production, mais ils stabilisent quand même une grande part du marché, donc ça l'affecte sans doute un peu moins les plus faibles revenus. Fait que oui, s'ouvrir à plus large, mais sans négliger. On y reviendra parce que encore une fois, la question de l'universalité ou à qui s'adresse le logement social, aux plus démunis seulement ou comme en Autriche, à 80 % de la population. C'est vrai qu'à partir du moment où on sort beaucoup de logements du marché, mais il faut avoir du temps, c'est que ça régule le prix du marché, en fait. Évidemment, comme il y a beaucoup de logements sociaux, le prix moyen de logement diminue. Ça a de l'impact sur les autres. Exact. On y reviendra peut-être à cette question-là, pour qui le logement social, mais en fait, là, vous dites allons au plus pressant. Je sais que François Saillant, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une crise du logement. Permettons à ceux qui souffrent le plus d'être décemment logés. Si on veut malgré tout augmenter
puis rêver un peu. Est-ce que la solution, c'est pas d'aller chercher d'autres sources de financement? Puis je veux déjà vous amener. Puis là, on y va. Vous me faites signe. Je veux que ce soit une discussion ouverte. Je vous ramène donc à un truc, moi, qui m'a vraiment étonné, étant de l'extérieur, quand j'ai regardé le rapport, quand j'ai vu un peu les modèles français, danois et autrichiens. Un truc qui m'a frappé, c'est qu'on est, en termes d'investissement public direct, en termes de subventions publiques directes, pour ce qui est de la France, on est à peu près 5 là, les subventions directes de l'État, des localités, des collectivités locales. Ça n'a rien à voir avec notre modèle qui s'appuie traditionnellement sur une aide directe massive des gouvernements. C'est les gouvernements qui portent beaucoup la construction et le développement de logement social. En France, ça passait par le livret A. Moi j'étais vraiment étonné en voyant ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir sur ce genre de levier que tous les gouvernements vont applaudir parce que c'est de l'argent qui vient d'ailleurs? Pour le secteur du logement social, c'est plus d'argent à aller chercher, c'est plus d'autonomie aussi. Est-ce que c'est pensable chez nous? Est-ce qu'un livret A ou autre chose? Les Danois ont un système d'obligation qui n'est pas tout à fait le livret A, mais ils vont chercher beaucoup d'argent en proposant aux épargnants, en fait, développer des produits d'investissement qui s'adressent aux grandes caisses de retraite de syndicats ou aux particuliers. J'achète l'équivalent d'une obligation, un livret A, j'ai mon 3 j'ai un petit rendement sécuritaire, ça me satisfait. Puis en plus, c'est investi dans le logement social. Oui, allez-y, M. Clavaux. Oui, bien, sur la question du Danemark, ce qui est particulier avec le modèle danois du financement hypothécaire, c'est que pour ce qui est du logement social, le secteur a été entièrement nationalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les obligations grâce auxquelles on finance les projets de logements sociaux. Elles sont achetées en intégralité par la Banque centrale du Danemark. Et ce qui fait en sorte que c'est une injection de liquidité dans l'économie et qui se rembourse d'elle-même, puisque ce sont des prêts à presque 0 % d'intérêt. Donc, la banque ne fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment simplement pour financer la réponse à un besoin social, tout en investissant dans l'économie, parce que ce faisant, on crée de l'emploi, etc. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous est entièrement étranger au Canada, parce que notre Banque centrale au Canada a fait ça pendant des années. Elle le fait moins, elle le fait quotidiennement, mais le faisait plus il y a quelques années, acheter des obligations d'épargne du Canada, sauf qu'elle l'achetait sur les marchés financiers. Donc, cet argent-là que la Banque du Canada mettait dans l'économie, elle le mettait par l'entremise des marchés financiers, donc auprès d'investisseurs, de banques, de fonds, qui, eux, ensuite, selon leur politique respective d'investissement, décidaient où allait cet argent-là. Ce que le modèle danois fait, c'est de financer 90 % des projets de logements sociaux directement, sans intermédiaire, en quelque sorte. Il y a un intermédiaire, mais bref, presque sans intermédiaire. Et donc là, on a notre guichet unique. Puis le 2,5 milliards auquel Mme Desjardins faisait référence tout à l'heure, ça serait presque rien à financer par la Banque du Canada. Et en plus, vous me corrigerez, mais ce fonds, ce modèle danois, ce fonds-là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a de la durée, là. C'est en place depuis des années, mais s'autofinance, ou à peu près. C'est assez incroyable. Mais oui, je suis d'accord. Okay, même si moi je dis, bon, il faut cibler si on n'a pas tant d'aide, mais il faut regarder toutes les hypothèses, pas se limiter. Est-ce qu'on est capable... est-ce qu'on est capable au Québec? Il y a des affaires qui ne sont pas exportables. Je pense qu'on n'est pas à... Le logement communautaire n'est pas encore j'en veux chez nous, puis c'est pas la même reconnaissance. Est-ce que la crise actuelle n'est pas une opportunité? Aide, oui. Moi, je dirais qu'on est dans un contexte... Il y a des gens dans la classe moyenne qui gagnent pas mal d'argent, qui ont des problèmes de logement. On n'a jamais eu autant d'appui. On n'en a jamais autant parlé dans les journaux. C'est un bon temps pour faire quelque chose, je suis d'accord, puis d'explorer les hypothèses. Chez nous, il y en a qui disent on ne manque pas d'argent, c'est où tu choisis de la mettre, l'argent, au Québec. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher chez les épargnants? Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher dans l'impôt, par exemple, parce qu'on a vu, il y a un impôt chez les entreprises. Absolument. L'impôt chez les particuliers, là, on a vu que c'est quelque chose ici au Québec qui est peut-être un petit peu difficile. Mais bon, vous demanderiez à bien du monde dans la salle, puis il dirait bien oui, je suis prête à en prendre sur mon impôt. Là, mais et après ça, le reste de la population, je ne suis pas sûre. Mais oui, il faut toutes les explorer. Puis on voit dans les expériences ailleurs que toute la question du financement, là, c'est la même chose pour nous ici. Quand on regarde faire un projet, là,
le montage financier d'un projet, toute la question du financement est quand même un gros morceau. Ce n'est pas le seul morceau, c'est un gros morceau. Donc, dans les expériences ailleurs, oui, on amortit sur plus longtemps, on régule le taux d'intérêt, un peu ce que tu viens d'expliquer par différents moyens. Oui, aller chercher dans les caisses de retraite. La Caisse d'économie solidaire a fait une belle présentation, qu'il y a de l'argent là, ils pourraient prêter. Je resterais, OK, puis là, on n'aura pas le temps aujourd'hui. J'aimerais ça, puis là, je vais essayer de les prendre d'ici demain, de parler un petit peu plus dans le détail, parce que c'est vrai qu'ils arrivent à vraiment faire des montages financiers, de ce qu'on a vu, avec très peu de contributions de l'État. Là, ce qui me manquait, c'est-à-dire, est-ce que le loyer est plus haut et on a une aide à la personne? Est-ce que c'est ça qui permet, parce que là, on n'a pas comparé les coûts, mais partout dans le monde, les coûts de construction montent. On a quand même vu que les constructions baissent depuis que les coûts de construction... Donc, il y a quelque chose là... mais il faut explorer. On est dans une crise du logement. Il y a du monde qui sont à la rue. Il y a des ménages qui sont des jeunes qui ne sont pas capables d'accéder à un logement ou même à la propriété. Fait qu'il faut qu'on les explore toutes. Puis je pense qu'on a un grand potentiel puis une grande compétence. Bien, je suis rassuré, je m'en vais à vous, M. Fortin, parce que moi, je vois ça avec mon œil extérieur, puis je me disais, mon Dieu, quelle formule extraordinaire d'aller chercher autant d'argent en financement qui ne vient pas directement de l'État, puis il n'y a aucun gouvernement au monde qui va refuser ça. Mais vous me dites, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans, quelque chose à explorer. On va rester comme source de financement nouvelle sur la contribution des épargnants, la contribution citoyenne là, du produit financier qui est développé. André Fortin, pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un appétit pour ça? Oui. C'est bon, ça? Pourquoi, André? Non, mais blague, je vais répondre pour une anecdote. Ceux qui étaient à notre AGA vont s'en rappeler. Il y a quelques mois, un monsieur vient dans le cadre de la campagne de REER, il vient à la caisse, puis il dit « Je peux-tu parler à quelqu'un qui va pouvoir me parler d'habitation? » Fait que, plutôt naturellement, il l'envoie dans mon bureau. Puis là, j'ai dit au monsieur, vous savez, monsieur, si vous voulez un logement d'une coop, je peux vous donner des adresses, puis des noms, puis des numéros de téléphone. Non, 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 je veux investir. Ben, que donc? Lui, il dit, moi, je suis à la retraite, j'ai des sous, je suis très intéressé à investir pour des projets de logement collectif dans ma communauté. Il ne voulait pas à Montréal, là, parce que c'est un gars de Québec, puis... Ils sont comme ça à Québec. Non, non, mais il est convaincu. Il est convaincu que les Nordiques sont faits voler à Coupe Stanley. C'est pas vrai? Ben, moi, je pense que c'est vrai. Là, mais en tout cas, non, mais bref, sérieusement. Non, mais blague. Mais ça, une fois qu'on dit ça, là, ça peut régler des micro-projets, ça peut régler des micro-initiatives. François a raison, l'État doit être là. Mais quelle que soit la solution qu'on va trouver, elle ne sera jamais unique. C'est un peu ça que j'essayais de dire dans ma présentation. Faire des projets d'habitation, je suis membre du CA d'une organisation qui travaille en itinérance. Faire de l'habitation en itinérance, ce n'est pas la même affaire que faire ce que vous faites très bien en passant, là, ce qu'on a fait à la Rousselière. Ce n'est pas le même truc, tu comprends? On essaie toujours de réfléchir en disant, il faudrait qu'il y ait un programme, ou à la rigueur, il faudrait qu'il y ait 2 programmes. D'un certain point de vue, sans rendre les choses trop complexes, il faut qu'il y ait autant de programmes qu'il y a de diversité de besoins. Mais au-delà des programmes, parce que ce n'est pas les gens du livret A qui développent un projet de construction de logement social en France, c'est une source de revenus qu'on a identifiée, qu'on est allé chercher. On se dit, les épargnants contribuent. Au fond, à la rigueur, peut-être qu'ils s'en foutent que ça aille dans le logement social, je ne le sais pas, mais ils veulent leurs 3 mais l'État a dit, ça va aller dans le logement social. François Saillant. Bien, je dirais, moi, je pense qu'il faut chercher effectivement des formules de financement, c'est crucial. Mais il y a quand même un instrument au Canada qui s'appelle la Société canadienne d'hypothèque et de logement, dont je parlais. Et dans les dernières décennies, quand vraiment la CHL a été appelée à jouer un rôle majeur dans l'économie, c'est avec la crise économique financière là, de 2007 à 2009, où on a pompé des milliards et des milliards de dollars à la SCHL. Pourquoi? Pour dépanner les banques. Encore récemment, avec la pandémie, on a fait appel à la SCHL, je pense que c'était pour l'aide aux entreprises. Dans ce cas-là, encore là, c'est des milliards de dollars qu'on a pompés. Et pourquoi on n'est pas capable de faire ça?
avec cet instrument-là, à l'échelle canadienne, à l'échelle du Québec, on a d'autres instruments. Je pense à la Caisse de dépôt et de placement. On ne demandera pas de gérer, là, c'est autre chose, mais pour le financement, il pourra jouer effectivement un rôle. On a, je pense, ces instruments-là, ils sont possibles. C'est possible de les avoir. Sur la diversité de programmes, je pense qu'à un moment donné, ça passe par des programmes, veut pas. C'est clair que ça prend une diversité de programmes, mais il y en a un qui fait cruellement défaut pour moi depuis plus de 25 ans maintenant, quasiment 30 ans, mais en fait 30 ans, c'est un programme d'habitation à loyer modique de HLM. Ça n'existe plus. Ouais. François Claveau, vous vouliez réagir? Oui, bien, c'est sûr qu'on doit chercher des sources de financement, mais d'abord, il faut changer d'échelle. On voit dans le modèle de l'Autriche, et puis il y a eu des études, là, puis les gens d'Autriche pourraient plus le dire, mais ce que j'ai lu, il y a eu des études après un certain niveau de logements sociaux, ça régule le marché. Oui. Le docteur en a parlé tout à l'heure. Et comment on peut changer d'échelle rapidement? Oui, on peut construire, mais on peut acquérir des logements, puis on peut maintenir l'abordabilité qu'on a déjà. On n'en parle pas souvent de ça, du maintien de l'abordabilité. Bien, je sais que ça fait des années que le FREPRU, entre autres, le recommande, puis je ne veux pas faire un François de Saillant de moi-même, mais est-ce que le cadre législatif ne serait pas temps de le regarder sérieusement pour contrôler les hausses de loyer? On a acheté 720 logements. Ouais. La plupart de ces deux logements-là sont déjà abordables. En moyenne, là, la moyenne de 720, c'est 1 000 $. Mais ça inclut à peu près pour 200 $ chaque logement. Le chauffage, l'électricité, le câble de base, dans le 1 000 $. Donc, c'est déjà des logements qui sont autour de, on dirait, plus 850. C'est avec un cadre législatif qui aurait empêché, parce que le propriétaire actuel il avait commencé à les augmenter. Là. Un loyer se libérait, s'il payait 800, il montait à 1 450, c'est un 5,5, à 1 250. Si on peut éviter ce genre de choses-là, ça ne coûte pas beaucoup, ça coûte rien. Là. Il n'y a pas de financement. Il y a une analyse de marché à faire, puis ce n'est pas évident que l'État rentre trop dans le marché. Mais je pense qu'il y a quelque chose à regarder au niveau du maintien et de l'achat. Hein, on le dit, là, chaque logement qu'on construit abordable, on en perd 15 d'abordables. Chaque logement qu'on construit. À peu près le chiffre là, en variant de 13 et 18. Fait que on peut bien en construire beaucoup, mais on en perd beaucoup. Encore avec la crise de logement, avec les propriétaires qui augmentent les loyers trop rapidement. Fait que là, je pense qu'il y a quelque chose d'important et qui coûte moins cher que de toutes les mettre. Il faut trouver de l'argent pareil, là, mais... Oui. Madame Cyr. Tantôt, quand on a dit que ça prenait plusieurs programmes, ou, mettons, si on parle de sources d'investissement, moi, ce n'est pas la multitude de programmes ou les sources d'investissement. C'est plus qu'on se dise que les besoins sont effectivement multiples, puis qu'il faut avoir l'ouverture de dire, à partir de besoins multiples, bien, nos produits vont répondre à ces besoins-là, que ce soit en programme ou en financement, puis qu'on ne tombe pas dans le panneau de dire, oups, ce modèle-là, c'est la panacée, puis là, on part sur un seul modèle. Et je veux pas. Puis une dernière question, mais en fait, ce que j'essaie de faire ressortir, c'est que, encore une fois, ma lecture, c'est de me dire, on se prive de plein d'argent, finalement. On se prive de plein de financements en se reposant traditionnellement dans notre modèle sur l'investissement, en gros, sur l'investissement étatique. Les gouvernements n'aiment pas ça parce que ça coûte cher. L'idée, c'est pas de leur dire investissez moins, c'est de leur dire si vous investissez $1, mais qu'il y en a eu 9 qui s'additionnent et qui viennent d'un fonds de retraités d'enseignants ou qui viennent d'un produit d'épargne qui est offert, une obligation, enfin. Puis, encore une fois, on termine là-dessus, je vais passer à autre chose, mais est-ce qu'on ne se prive pas, quand on regarde ce que les Européens font, de plein de financements disponibles qui... oui? Oui, mais il y a eu, en tout cas selon moi, d'abord une volonté politique. Oui. Puis de la volonté politique, là, tu prends tes instruments que tu as. Tu as raison, François, il y en a. On a plein d'instruments qui pourraient être améliorés ou utilisés. Mais tu pars d'une volonté, puis là, tu donnes des commandes, je vais le dire comme ça. Tu demandes à tes instruments de travailler, que ce soit, mettons, par exemple, qu'on dirait chez nous, la Caisse de dépôt, Investissement Québec. Puis tu leur dis, bien là, regardez, il faut trouver des solutions. Sortez-moi des produits qui vont permettre de répondre puis de développer du logement communautaire, social, hors marché. On est dans... L'idée d'un fonds, on en a un petit peu parlé, le fonds danois, mais Chantal Desjardins en parlait un petit peu aussi quand elle se projetait dans les objectifs, comment y arriver. Il y en a de l'argent. Il y a de l'argent en équité, en actifs au Québec. Il y a même un fonds là, un peu flottant qui reste, un vestige. Il y a eu un fonds à un moment donné, il y a de l'argent disponible dans ce fonds-là actuellement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? À quoi ça pourrait ressembler, cette espèce de fonds dédié, voire
faudrait voir, mais géré par les gens qui font du logement social. C'est porteur ici, François Saillant? Bien, je répondrai un peu à la même chose qui est dite là-dessus. Moi, que ça passe, qu'il y ait un fonds, entre autres, qui existe, ou que ce soit des subventions, dans les deux cas, il y a des batailles politiques à mener. Tu n'auras jamais un fonds que le gouvernement va accepter de créer et de mettre de l'argent dedans s'il n'y a pas des batailles politiques auparavant. Ces batailles-là, on n'en fera pas l'économie. Et je regarde, je trouvais ça intéressant ce qui était dit ce matin, mais je regardais que dans tous les cas, il y a quand même une baisse du nombre de logements qui sont réalisés dû à différents facteurs, les facteurs économiques, la hausse du taux d'intérêt notamment, la présence de la financiarisation de l'économie, puis de la présence grandissante de la finance dans l'économie, et toute la question aussi des gouvernements, des décisions politiques qui sont prises. Tout ça, ça joue. Tu es peut-être plus sûr avec des fonds. Cela étant dit, on ne peut pas faire l'économie de se battre. Oui. Parlons un petit peu de... Il y en a été beaucoup question aussi dans ce qui se fait en Europe. Chantal Desjardins l'a évoqué aussi, les conditions de prêt. Échéanciers, taux privilégiés. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je vous regarde spontanément, André Fortin, mais je suis curieux de tous vous entendre là-dessus. Et pourquoi ça ne se fait pas, encore une fois? Pourquoi il n'y a pas... Ça a été le cas, M. Saillant nous racontait qu'à une certaine époque, il y avait, ou c'est vous qui nous racontiez, il y avait des taux privilégiés beaucoup plus bas. Ça, c'est réaliste? Comment on y arrive, en fait? On peut avoir des mécaniques plus souples de financement. On peut avoir une capacité d'assouplir le taux d'intérêt, de reporter. C'est un peu ça qu'on avait fait dans les années 80. On peut reporter, par exemple, des intérêts à beaucoup plus tard dans le temps pour introduire une abordabilité plus grande puis des impacts sociaux plus grands. On pourrait inventer ces mécaniques-là. On n'aurait même pas besoin de les inventer au demeurant. Ils ont déjà été opérantes. Là, c'est sûr que ça prend une vraie volonté politique. Oh, tout à fait, oui. À ces institutions. Pas juste politique, ça prend une volonté aussi du mouvement financier d'embrasser ce type de réflexion-là, puis ce type de comportement-là. Est-ce que c'est pensable? Vous appartenez à ce milieu-là? Une mauvaise... Il y a une couple de personnes dans la salle qui savent que c'est une mauvaise semaine de me poser cette question-là. Oui, c'est pensable, mais pas facile. Oui. J'oublie pas, Mme Cyr, mais Louis Gaudreault, vous vouliez aussi réagir. Je voudrais renchérir que les prêts à bas taux, c'est possible quand on élimine la composante rendement. Oui. Puis, et donc, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure des mécanismes de prêt public. François en évoquait aussi via la SCHL. C'est par ces moyens-là qu'on peut envisager des politiques structurantes, je veux dire à grande échelle, de prêts qui se fassent à bas taux puis qui respectent les moyens financiers ou enfin les objectifs d'abordabilité des organismes qui développent les logements. Et de fait, quand on s'est parlé avant l'événement d'aujourd'hui, vous me corrigerez, mais vous me disiez, c'est pour moi la SCHL qui pourrait être cette espèce de super banque et qui l'a déjà été un peu. C'est ça, François l'a bien dit. La SCHL l'a déjà fait, le fait encore un peu dans le cadre de la stratégie nationale sur l'habitation. On fait des prêts directs à taux avantageux, mais pourrait le faire de manière beaucoup plus étendue, encore une fois, avec, ça prendrait la volonté, là, mais en principe, ce serait possible. Oui, M. Chabot. Il y a beaucoup d'obstacles à contourner pour pouvoir construire ou acheter des logements. Là, on parle de l'obstacle principalement de financement, mais décision gouvernementale, plus gouvernementale. Je pense qu'il faut, quand je parlais de prévision sur 7 à 10 ans, c'est d'être capable d'être sûr que si je veux acheter ou construire un 100 logements, je sais qu'après avoir contourné tous les obstacles, l'argent va être là. C'est ça qui est important. Parce que là, actuellement, on a plein d'obstacles devant nous. Puis là, on n'est pas trop sûr si, après les avoir convaincus différents partenaires, l'argent va être au rendez-vous. Parce que ça se peut que le coût qu'on avait prévu là, 1 an et demi ou 2 ans avant d'avoir passé tous les obstacles, ça soit rendu plus cher. Les taux d'intérêt ont peut-être augmenté. C'est ça, la prévisibilité. Là. Ce qui est important, c'est de dire, puis Axélogie, c'était ça aussi qui est intéressant. Hein? Une femme qui fait 40 ans qui travaille dans le logement social m'avait dit un jour, très loin de moi, avant Axélogie, on faisait un croquis, puis on disait, go, vas-y. Maintenant, puis je l'ai vécu avec Edith quand on a dit le projet, il faut quasiment que le bâtiment soit construit, puis le gouvernement dit, OK, c'est beau, go. C'est un peu une caricature, là, mais c'est un peu ça. Là, fait qu'il faut de la prévisibilité, là, c'est on a un beau projet, on a un terrain, il y a quelque chose d'intéressant, la communauté a besoin de ça. OK, c'est beau, ça coûtera ce que ça coûtera, on va le payer, tu peux y aller, parce qu'on a un budget, puis...
Et vous, votre choix de la Rousselière, par exemple, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est que c'était moins compliqué d'acheter quelque chose qui existait? Est-ce que c'est... L'autre bord de la rue. Oui, non, mais le bord de la rue. Non, mais sérieusement... C'était une opportunité. Je pense que tous les partenaires... Si pour vous, c'est le modèle à privilégier, de préserver plutôt que de construire. C'est à privilégier. Je ne sais pas si c'est privilégié. C'est un des trois modèles que je parlais tantôt, le maintenir, acheter, à construire. Je pense qu'on a besoin de logements supplémentaires. On a besoin de ne pas perdre ceux qu'on a. Parce que là, on sort qu'on a 5 du logement social qui est dans le parc locatif. Combien qu'on a de logements abordables actuellement? Là? Bon, André disait dans sa présentation, du logement social, ce n'est pas juste une question de coût, c'est aussi une question de milieu de vie, de prendre soin du milieu de vie. C'est nous, quand on développe des projets, on a des intervenantes communautaires, on prend soin, on essaie d'aider les locataires, on ne fait pas juste être propriétaire de logement, on essaie de répondre à faire une vie intéressante avec ça. Fait que c'est différent que... Mais ça serait intéressant d'avoir le chiffre. Ouais. Combien qu'il y a de logements qu'on considère comme abordables, si on n'aime pas trop le terme, là, qui est dans le marché privé, qui n'est pas encore dans les mains d'un organisme qui pourrait en faire quelque chose de mieux, mais ça serait intéressant d'avoir ce chiffre-là. On est peut-être plus proche, plus haut que 5 c'est sûr, là, parce qu'il y a beaucoup de logements là, qui sont à prix abordable, mais qui sont à risque. Donc, les gens vivent là-dedans. Là, nous, notre choix, c'est ça. Écoutez, notre siège social est l'autre bord de la rue, effectivement. D'ailleurs, c'est François Giguère qui était ici ce matin, je ne sais pas s'il est encore ici, qui nous a appelé. Il nous dit, François, ça ne t'intéresse pas, cet achat-là? On l'avait approché. Il est un petit peu loin de son siège social. Il dit, c'est une opportunité que personne n'a pu passer à côté. Il y avait déjà l'idée d'acheter, mais là, quand c'est quelque chose qui est proche, puis qu'on est un organisme qui est capable d'en prendre soin, des gens et des bâtiments, je pense que l'achat devient une solution intéressante. Ça va vite, mais je vais quand même essayer d'aborder deux autres aspects, mais plus rapidement, évidemment. Je l'ai un petit peu évoqué, la mixité, l'universalité. Puis encore une fois, c'est pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu ce matin sur les modèles européens. L'Autriche, qui est un pays où à peu près tout le monde, le Danemark, carrément, un pays où tout le monde, peu importe ton revenu, peut avoir accès au logement social. En Autriche, ça finit par être à peu près 80 de la population. Au Québec, on est dans un autre modèle. Traditionnellement, c'est un produit, entre guillemets, qui est offert aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. On l'a un petit peu évoqué, on est en crise du logement. C'est l'occasion d'ouvrir, si on veut, de dire pourquoi ce n'est pas un choix de société, que le logement social s'ouvre à plus de monde. En même temps, il faut aller au plus pressant. Mais je veux vous entendre rapidement. Je ne sais pas qui veut réagir à ça. Madame Cyr, Monsieur Saillant, Madame Cyr. Mais dans l'histoire, on n'avait quand même pas nécessairement il n'y avait pas de plafond de revenus, ça se faisait naturellement. On a développé du logement communautaire au Québec, puis les gens que ça intéressait pouvaient y accéder. On constatait que les gens qui avaient un peu plus de revenus n'étaient pas intéressés par le logement communautaire, allaient plus vers l'accession propriété ou du locatif plus luxueux. Avec le temps, le gouvernement a peut-être constaté qu'avec l'augmentation des coûts, il y avait peut-être des gens qui s'y intéressaient, puis là, on commençait à mettre des plafonds. Ça a dépendu des programmes. Mais en général, depuis quand même plusieurs années, on est dans la mixité. On ne rejoint pas peut-être les troisième et quatrième quintiles dans les revenus. On est plus dans les 1, 2, puis des fois, on touche un peu le troisième. Élargir a été souvent... il y a eu une grande ouverture, puis on pensait que ça pouvait être bien, parce que développer des milieux mixtes, c'est développer des milieux où tu as différents revenus, quoique je dirais qu'on ne devrait pas définir les gens en fonction de leurs revenus. Donc, tu peux avoir une bâtisse où tous les gens ne sont pas très riches, puis c'est correct aussi. Une mixité qui peut se vivre de différentes façons, pas juste par immeuble, mais dans un secteur donné. Ça peut permettre ce on s'est déjà posé comme question, puis j'imagine que ça se passe ailleurs. Est-ce que ça ne permet pas l'interfinancement? Okay? Si tu as des revenus un peu plus élevés pour une partie, est-ce que ça te permet de réduire un peu les loyers ailleurs? Fait que, oui, ça fait partie, je pense, de ce que, en ce moment, en tout cas, le questionnement au Québec est très présent. Quand on parle de développer leur marché, tu entends beaucoup d'organismes sans but lucratif qui disent, est-ce qu'on est capable mettons, répéter ce qui s'est passé ailleurs, augmenter notre pourcentage? Est-ce qu'on pourrait produire du logement qui, en ce moment, n'est peut-être pas aussi bas que ce qu'on a produit normalement, un peu plus haut, mais on est certain qu'on va maintenir une abordabilité ou on va la gagner dans le temps. Fait que donc, oui, effectivement, c'est un enjeu. Mais là, vous ne m'aviez pas donné la petite parole, je vais être indocile, 2 minutes. Je trouve qu'on ne reconnaît pas quelque chose qui, quand même, la Société canadienne d'hypothèque et de logement fait des prêts en ce moment, puis des prêts quand même à des bonnes conditions. Mais il y a des obstacles,
Puis il y aurait place à amélioration, à augmenter le volume, puis à augmenter la durée des prêts. Parce qu'on est encore dans des durées de prêts qui ne sont pas de 50 ans, qui sont plus courtes. Fait qu'on a un gouvernement qui a une stratégie. Il y a certaines volontés politiques, mais on manque d'une grande planification puis d'une volonté qui vise un plus grand nombre, une plus grande réponse. Là, ça, c'est, excusez-moi, là, j'ai été indocile, Parfait. mais... Si peu. Monsieur Saillant, vous vouliez réagir? Oui, mais je voulais revenir sur l'histoire que je faisais tout à l'heure. Je parlais de 1985, le moment où le gouvernement fédéral dit, jusqu'à date, il y avait des programmes de HLM qui s'adressent à 100 des ménages à faible revenu, c'était parfait, on maintient ça, mais pour les coopératives, les OSBL, donc tout le reste du logement social, maintenant, ça va devoir aller exclusivement aux ménages à plus faible revenu, alors qu'avant, il y avait une mixité qui était possible. Mais en faisant ça, ils ont fragilisé le logement social. Et s'ils ont été capables de couper, comme ils l'ont fait à partir de 90, c'est parce qu'ils avaient fait en sorte qu'une bonne partie du monde ne se reconnaisse plus dans le logement social et donc ne voit plus d'intérêt à se battre pour que ça soit maintenu. Mais le contexte actuel, M. Saillant, de crise, où tout le monde réalise qu'il y a une crise, ça touche de plus en plus de gens, c'est le moment d'élargir ou la crise est tellement forte que non, il faut, là, plus que jamais, parer au plus pressant? C'est-à-dire qu'il faut faire les deux pour moi. Je pense que le logement social, l'optique qu'on doit avoir quand on parle de 20 du parc de logement, ça doit s'adresser à plus que les gens à plus faible revenu. Mais c'est clair que quand tu es dans une situation de crise où tu as des campements de sans-abri partout à travers le Québec. Moi, si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait un campement de sans-abri à Saint-Georges-de-Beauce, je ne l'aurais pas cru. Pourtant, ça existe et ça existe à peu près dans toutes les villes. Puis maintenant, c'est rendu même dans des villages qui ont des campements de sans-abri. Dans des situations comme ça, c'est clair qu'il y a une situation d'urgence, puis qu'il faut plus du concentre que le temps. Mais l'optique, à un moment donné, ça doit être de viser la plus grande socialisation, la socialisation du parc de logement. On va passer aux questions du public, mais un dernier petit point que je veux tâter avec vous. Dès le début de la journée ce matin, puis je le disais très sincèrement, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une occasion à saisir, qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble de la société. Il faut que les gouvernements en viennent à se dire ça fait partie de la gouvernance d'un État, il faut investir, il faut qu'il y ait du long terme. Donc, et moi, je sens qu'il se passe des choses. On a eu une nouvelle génération de maires et surtout de mairesses qui ont une approche différente. Un peu comme on l'a vu pour l'environnement, c'est souvent par le municipal qu'il y a eu des initiatives super intéressantes. Mais au-delà, donc il y a ça. Est-ce que vous le sentez, ce mouvement-là, qu'il y a quelque chose qui bouge, que c'est porteur, et par où va venir le changement? Comment canaliser ça, cette espèce de mouvement pour que ça donne des résultats concrets? Je ne sais pas qui veut... Madame Cyr. Moi, je le sens, oui. Je suis d'accord qu'il y a un vent de changement, mais le contexte l'oblige. Je dirais, le comment on pourrait y revenir. On a une obligation de trouver des solutions. Okay? Ça ne se peut pas collectivement, mais on a le sentiment qu'un peu tout le monde, des journées comme aujourd'hui, ce que Chantier Montréal abordable, ce que M. Doré a parlé ce matin, on sent une mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'habitation, mais plus large, okay? Puis ils se disent, regarde, quelle contribution je peux faire? On aurait besoin d'un meilleur arrimage entre tout le monde. On reste encore un petit peu trop dans nos solitudes, je dirais, même si là, on sent... Il y a des chapelles dans ce monde-là, dans votre monde? Oui. Mais on est en amélioration. Hein? Mettons, nos chapelles, ça tombe un peu, là, je dirais. Il y a une réelle... en tout cas, je suis peut-être une optimiste, mais oui, je pense sincèrement qu'il y a de l'ouverture en ce moment. On veut mutualiser, OK? On le sent un peu partout. Il y a une volonté de trouver des solutions. Je pense qu'on se sent collectivement concerné par la situation. Puis, vous avez raison quand vous avez parlé des villes. Quand Accès Logis a demandé la contribution des villes, même si ça a été difficile, ça a été la meilleure affaire pour nous autres. Si on n'avait pas eu la contribution des villes, il y a des années qu'on n'aurait pas eu de renouvellement de ce programme-là. On demande sans doute des contributions trop grandes aux villes, mais elles sont en ce moment un allié parce que c'est des gouvernements de proximité. Donc, elles vivent en premier lieu la crise du logement. Donc, elles sont un grand appui au développement du logement social. François Claveau. Pardon, vous allez-y, mais c'est Louis Gaudreau qui voulait... Je ne voyais pas s'il y a des gens. Rapidement, je pense qu'il n'y a pas grand monde, là, sauf quelqu'un qui ne vit pas sur la même planète, qui ne savent pas qu'il y a une crise du logement. Et qui est reconnu.
Oui, qui est reconnu, mais je ne pense pas que c'est suffisant. On disait pendant la pandémie, là, comme, on prend l'exemple de Chine, qui sont habitués de se mettre des masques quand quelqu'un tousse. C'est oublié, là. On a eu une pandémie au Québec. Là. On n'a pas pris l'habitude encore. On va prendre peut-être 2-3 pandémies. J'espère que ça ne prendra pas 2-3 crises du logement, afin que ça fait plusieurs qu'on a déjà, là, avec que tout le monde, parce que tout le monde le sait, mais il y a pas encore, on ne sent pas encore de décisions importantes. Ouais. On a vu par les projets historiques qui nous ont été présentés, le gouvernement n'a pas fait les bons choix au bon moment. Là. Ouais. On voit bien que ça n'a pas été suivi, il y a eu des décisions, on fait ça pendant quelques années. Là, le Québec, c'est une société riche. Considérant qu'on est une société, on a la capacité de faire les bons choix, puis d'y aller. Il faut foncer. Puis après, on trouvera la façon de le faire exactement, mais il faut que les décisions soient prises de dire voici le nombre de logements qu'on y va. Louis Gaudreau. Je voulais simplement ajouter qu'effectivement, il y a une mobilisation en ce moment autour de la question du logement, puis effectivement, c'est une bonne chose. Mais cette mobilisation-là, elle se fait aussi dans le cadre, enfin, c'est mon impression, mais dans le cadre d'une lutte aussi entre différents. C'est-à-dire qu'il y a le secteur du social qui offre ses solutions à la crise du logement, mais en ce moment, il y a aussi le secteur privé qui souhaiterait prendre encore plus de place qu'il en prenait jusqu'ici et qui prétend avoir les solutions à la crise du logement. Et c'est pas. Et en ce moment, donc, cette mobilisation-là, elle est traversée par un débat aussi, je pense, sur les manières de répondre, les manières les plus efficaces de répondre à cette crise du logement. Et les maires et mairesses, qui sont effectivement des alliés dans certains cas, sont souvent pris à partie dans ce débat-là, sont souvent présentés comme étant les principaux responsables de cette crise du logement, de manière assez surprenante, à mon avis. Mais donc, dans le cadre de cette mobilisation-là, il y a aussi un conflit, je pense, derrière ça dont il faut être conscient. Ouais. Il nous reste une dizaine de minutes. Les 2 micros sont toujours là. Je serais très, très étonné qu'il n'y ait pas de questions ou de commentaires. Allez-y, comme le veut la formule depuis le début de la journée, par une question par intervenant. Vous identifiez-vous. Et comme il y a 5 invités, je vous dirais, pointez la question, adressez-la à l'un des 5 invités. Et il y a une question qui marche, qui est en route. La question est arrivée. C'est moi, ça? C'est vous. Oh! Bonjour tout le monde. Chantal Dubé à Sèvres de Laval, mais pour le volet comité logement. Je félicite le milieu communautaire de toutes ces belles initiatives-là, de travailler fort pour trouver des solutions. Et juste avant, je me souviens plus de ton nom, là, Iris, là. Chez Gaudreau. Iris pour les intimes. La question s'adresse à Iris. OK. Non, mais je veux faire un peu de pouce là-dessus parce que c'est correct. C'est un prénom. on n'a pas parlé encore des perturbateurs économiques qui sont en arrière de cette crise-là aussi. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est quelque chose qu'on pourrait faire tout de suite. Moi, je suis en train de régler des problèmes dans le secteur privé, là, sur le marché privé. Des gens qui se font acheter leur beau à 6 000 $, que ça fait 27 ans qu'ils sont dans leur immeuble. Ils n'ont jamais eu une scène dans leur poche. On a le propriétaire qui débarque avec son offre de 6 000 $ juste avant le 21 février, par hasard, avant l'adoption de la politique 31 qui aurait dû donner 24 mois minimum de loyer. Alors, ces perturbateurs-là, on fait quoi avec ça? L'autre chose, qu'est-ce qu'on fait aussi avec moins de 1 % de propriétaires qui possèdent pour le Grand Montréal, à peu près, je pense que les dernières statistiques, c'était 32 % des portes. Ça aussi, on pourrait agir là-dessus. La semaine dernière, il y avait le super documentaire, le dernier flip. Ça aussi, on pourrait agir. Puis en attendant que nos beaux projets communautaires et sociaux lèvent de terre, bien, on pourrait prendre soin des gens qui sont sur le marché privé. Ça, je sais que ce n'est pas l'objet aujourd'hui et demain de la réflexion, mais il y a quand même, on l'a tous reconnu, une urgence d'agir. Mais ça fait partie de la réflexion quand même, de contraindre de ces gens-là qui ont puis on parle aussi des gens qui ont des logements vacants, qui attendent, enfin, tout à fait. plein de trucs. Ou assis sur des terrains inoccupés. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction? Quelqu'un veut réagir? Monsieur de l'Iris. Juste une petite chose. Il y a un de ces perturbateurs-là qui est probablement le perturbateur en chef à Montréal. Pour les gens qui ne le savent pas, Henri Zavriev, il a été condamné ce matin à 8 outrages au tribunal dans l'affaire du Mont-Carmel. C'est bon. Alors, tout au fond de la salle, monsieur. Oui, bonjour.
Philippe Guillot, je suis de la nouvelle Fédération Charme, la Fédération des coopératives à Montréal. La question s'adresserait plus à M. Fortin ou M. Saillant. Que pensez-vous? Ce qu'on a entendu ce matin au niveau des organismes en Europe, essentiellement, le gouvernement a demandé d'intervenir pour forcer les coopératives, les OBNL, à se mutualiser d'une certaine façon. On a 2 panélistes qui sont là avec un certain nombre de portes qui est assez grand pour ce qu'on entend au Québec. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'avenir du Québec puis du maintien de nos logements abordables sur la mutualisation des coopératives et des OBNL? C'est drôle, je vais probablement te surprendre, voire même te décevoir par ma réponse. Il n'y a pas de modèle unique. Je connais de grands OBNL qui ont 1500 logements qui fonctionnent d'une façon formidable. Je connais de petites organisations coopératives ou OBNL avec une taille beaucoup plus limitée de logements qui fonctionnent de façon extraordinaire. Je pourrais te parler, par exemple, de la Coop des 2 rues à Montréal, qui a mis en place un système interne de soutien aux ménages en cas de diminution de revenus, lié par exemple à une perte d'emploi, à travers une contribution volontaire des autres. Tu sais, tu comprends? On a tendance des fois à penser qu'il faut toujours avoir de grandes organisations. J'ai beaucoup de respect pour les grandes organisations. Elles font des choses formidables, mais il ne faut pas que ça occulte aussi la capacité de petites organisations à faire également des choses absolument formidables à leur échelle. Donc, je n'ai pas cette volonté-là de mutualiser le plus possible puis de réduire le plus possible le nombre de composantes. Mais sincèrement, c'est une opinion très personnelle. Tous les modèles, s'ils sont bien administrés, s'ils sont bien gouvernés, peuvent donner de bons résultats. Si on s'adressait à des organismes qui éprouvent des difficultés, le 20 dont vous parliez tantôt, de la loi de Pareto, là, on est obligé de faire des efforts incommensurables pour faire des montages financiers sur de petits organismes et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'obtenir un montage financier suffisant pour être capable de faire les rénovations nécessaires. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas lieu d'essayer d'intervenir? Je sais que dans les coopératives, on a vu quelques formes de tutelle là, qui ont été faites dans les dernières années, là, mais ça n'a pas, à ma connaissance, donné des résultats extraordinaires. Par contre, si on avait obligé, dans une certaine mesure, ces organismes défaillants à se regrouper, peut-être qu'on aurait quelque chose. Enfin, c'est une suggestion, excusez, plus qu'une question. Désolé. Bon, on va passer à la prochaine question, à moins que quelqu'un veuille rajouter un commentaire supplémentaire. Oui? Je pense que si on veut un changement d'échelle, je ne pense pas qu'on puisse reproduire les 40 dernières années en ayant encore 3000 nouveaux organismes qui fait... on a 160 000 logements à 3 000 organismes à peu près, là. Office municipal, coop, OBNL. Là. Je ne pense pas qu'on aurait les ressources humaines nécessaires pour qu'il y ait 3 000 autres qui auraient encore juste 160 000 logements. Fait que je pense que ça donne une réponse il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de professionnalisation du travail. Là. François Lavaux, vous m'ouvrez une mini sous-question avant de passer à une autre question. On n'en a pas parlé des HLM ou des sociétés municipales. Est-ce que ça n'existe pas dans tous les pays, mais ça existe chez nous? Est-ce que c'est un système qui fonctionne? Parce que là, la tendance est plus, je pense, du côté des OSBL, des coops, mais est-ce que ce système-là, bipolaire, entre guillemets, marche toujours? Je crois que oui. Les offices municipaux, il y en a quand même pas mal. Ils se sont fusionnés. J'ai vu plusieurs fusions, mais je pense qu'il y a plus de centaines d'offices municipaux. Je ne peux pas parler à leur nom. Là, mais... C'est 2 manières de fonctionner, c'est 2 échelles de coûts, j'imagine. Mais faut pas, encore là, je dirais, il ne faut pas qu'on se mette à... Moi, je ne suis pas une partisane de dire, OK, on redevient avec juste les offices municipaux d'habitation. Il y a une place pour les offices, ce sont des paramunicipales. Mais l'avantage du logement communautaire, c'est quand même développé par les milieux, les communautés, avec le contrôle des usagers. Fait un peu comme André dit ou François, moi, je pense que la diversité, la force du Québec, il y a des affaires à améliorer. Il faut se soucier de ce qu'on a développé, le consolider, ne pas le perdre. Il faut acheter ce qui existe, ce qui est abordable, puis il faut en construire des nouveaux. Mais maintenons encore les voies multiples. Oui.
Moi, je suis une partisane de ça. Je me fie à ce chrono-là. Donc, je pense qu'on va prendre les 3 intervenants. Allez-y rapidement, mais on va s'arrêter là après. Donc, je ne sais pas qui était derrière, donc. Oui, bonjour. 1, 2. Oui, vous m'entendez. François Giguère, directeur général de Solide. J'ai une question, mais elle a 2 volets, désolé. Et je la pose à qui voudra bien y répondre, parce que vous êtes capable de vous autogérer. François. Donc, oui, je suis désolé, je suis toujours comme ça, je suis insupportable. Donc, la question, c'est, il y a eu des annonces dans les derniers mois, dans les dernières années, de la part des 2 paliers de gouvernement supérieur, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, pour des nouveaux programmes. La première question, première sous-question, c'est est-ce que vous avez l'impression que les montants qui ont annoncés sont conséquents avec l'ampleur des besoins et l'ampleur de la crise actuelle? La deuxième question, dans tous ces programmes-là, parce que ce n'est pas un programme ou un programme par niveau de gouvernement, c'est plusieurs programmes, est-ce que vous avez l'impression que dans ces programmes-là, il y en a un dont les barèmes de financement sont suffisants pour à lui seul livrer des projets ou dont l'architecture du programme fait en sorte que c'est facile de livrer des projets? Donc, vous comprenez, dans le fond, le sous-texte de ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui nous a été mis sur la table depuis quelques années qui fait qu'on peut livrer rapidement, efficacement des projets qui fonctionnent? Merci. Qui veut choisir à laquelle des 2 questions il va répondre? Le nom blanc. Qui veut répondre aux 2 questions? M. Saillant. Bien, je dirais, dans ce qui a été créé les 2 dernières années, c'est sûrement pas le FAC qui marche bien, Programme d'habitation abordable Québec. Allons-y par le négatif. Je dirais, il y a un programme qui n'est pas complet, mais qui a le mieux marché, puis c'est à travers toute la stratégie de 82 milliards de dollars du gouvernement fédéral. Surtout ça, il y en a une qui a mieux marché, c'est l'initiative de construction rapide de logements qui, heureusement, vient d'être conduite de façon plus pérenne. Je dirais, à travers tout le lot, s'il y en a une qui fait l'affaire, je dirais que c'est celle-là. Madame Cyr. Bon, évidemment, est-ce qu'ils ont assez d'argent? Ben non. Mais bon, ceci dit. Mais là, moi, je suis plus dans la balance du positif. OK? C'est vrai que l'ICRL, l'initiative, a bien marché. Puis le nouveau programme, il n'est pas parfait, mais il est perfectible. On est dans un virage en ce moment. OK? Oui, c'est vrai que moi, comme développeuse, c'était facile quand tu étais financé adéquatement avec Axelogie. Là, on est dans un virage avec un montage financier qui dit « j'ai une source, puis je dois aller en chercher d'autres ». Mais moi, je suis une optimiste. On travaille avec ce programme-là pour l'améliorer, pour faire en sorte que les arrimages entre les autres sources de financement fonctionnent. Puis, dans le fond, moi, je pense qu'il faut le voir, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de bonifier pour faire plus? Peut-être malhabilement, le gouvernement le fait comme ça, puis je ne veux pas défendre le gouvernement, là, pas en tout, là. Mais c'est que ce programme-là, dans le fond, si on est capable d'arriver à arrimer les autres sources, est-ce qu'on pourrait en faire plus? Bien, c'est ça qui serait souhaité. Oui, il mérite de l'amélioration, mais chez nous, par exemple, on travaille quand même, là, on en a pour 4000 unités qui sont dans le cadre du FAC et des fonds fiscalisés, qu'on est en train de développer. Puis on travaille, puis il y a 17 chantiers qui démarrent. Fait que donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Est-ce que c'est ardu? Oui, mais ça fonctionne. J'ai quasiment envie, j'ai en tête un article publié dans la presse il y a, je ne sais pas, quelques semaines. J'ai quasiment envie de vous demander si la ministre, elle aime elle-même son programme, parce que j'avais l'impression qu'elle est en train de donner beaucoup de place aux fonds fiscalisés, justement, puis essayer de contourner son propre programme. Je pense qu'elle n'aime pas les programmes. Elle le dit. Non, mais elle le dit. C'est trop cadré, c'est trop normé. Elle veut assouplir. Puis évidemment, les 2 fonds fiscalisés, je pense qu'elle y voit une souplesse dans l'application, parce qu'on n'est pas au gouvernement dans les 2 cas. Donc oui, je pense que ça peut lui plaire. Ça nous plaît à nous aussi, là, sur le terrain. Mais je pense qu'il y a de l'ouverture à l'amélioration. Ouais. Travaillons là-dessus. Alors là, c'est, je pense, devant, puis ensuite, ou non, derrière toujours. Allez-y, madame, puis on finira avec vous, monsieur. Bonjour, Lily Bergeron. Je suis organisatrice communautaire au Comité logement de l'Est de l'île de Montréal, Infologie. Ma question, ce serait pour M. Gaudreault. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus, sur la nouvelle vague là, qui a pris émergence récemment. Une fondation philanthropique qui décide de faire du logement social après avoir fait de l'argent sur le dos des aînés, qui débarque puis qui développe du logement social. Juste objectivement, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode de faire?
Objectivement. Objectivement, oui. Qualité bien ordonnée. Ma réponse est un peu dans votre question, j'ai envie de dire, dans le sens où en fait, peut-être une réponse, je pourrais donner une réponse de nature. En fait, ce qui est intéressant dans les présentations qu'on a eues ce matin, c'est qu'on a vu que c'est ça l'origine du logement social. C'est des entrepreneurs, c'est des patrons qui ont fait du logement philanthropique. Au Canada, il y a eu des petites tentatives. Il y a même des livres qui ont été écrits là, à la fin du 19e siècle à Montréal là-dessus. Mais effectivement, le problème, c'est l'échelle. C'est-à-dire que c'est pas qu'on offre du logement abordable à des gens, c'est correct. Il y a pas, mais l'enjeu, c'est que les solutions à la crise sont beaucoup plus. Excusez-moi, je reprends ma phrase là, mais les solutions qui seraient adaptées à l'ampleur de la crise actuelle peuvent pas se limiter à des initiatives individuelles philanthropiques comme celle-là, parce que la contrepartie, comme vous le disiez souvent, c'est du logement abordable qui est financé par l'inabordabilité d'un immense parc de logements pour personnes âgées. Et donc, en ça ne peut pas être une solution structurante pour la crise actuelle, à mon avis. Dernière question. Excuse, peut-être juste un petit... C'est Ron Rayside. Juste un petit commentaire par rapport à l'opération pour la coopération Maisbourg. Et c'est vrai que c'est New Market Fund, c'est Chagnon, c'est Desjardins, André, tu étais présent. François, tu étais plus que présent tout le long. Mais il y a une notion, puis il dit, à un moment donné, il y avait une réflexion. Ce n'est pas juste un projet de 700 logements qui s'ajoute à un projet avant qui était fait en collaboration, c'était bâti son quartier. On est en train de construire un village de mixité. Ce n'est pas juste un projet, c'est une notion de village. Puis le projet de logement social fait partie de la consolidation de l'ensemble de nos villages au Québec, l'ensemble de nos quartiers. Ce n'est pas juste les projets isolés, ça fait partie d'un ensemble de qu'est-ce que ça veut dire un village. Que je voulais juste signaler ça. Et c'était même pas une question. Non, mais dernier point. Le monde oublie que je suis architecte aussi, là, mais parce que j'apprends, il me semble, que les finances dernièrement. Mais les architectes étaient à l'origine du mouvement pour les logements sociaux au début. C'est vrai qu'ils étaient très présents. Et c'est même encore aujourd'hui, c'est un acteur important. Puis, à un moment donné, je me dis, on en parle depuis un couple d'années, il y a une notion de droit à la beauté aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Merci. Alors, quelle belle façon de terminer ce bloc que de parler de beauté. Merci infiniment. Donc, il y aura une pause. Je vous demande d'être de retour avec encore une petite collation énergisante que vous êtes offerte. On se dit 15h50 peut-être pour le retour. Merci beaucoup à mes invités, André Fortin, François Saillant, Louis Gaudreault, François Claveau, Édith Cyr. Merci. Merci.